Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 13 janvier 2020. J'aimerais en tout début de cette semaine partager ce tweet de Rebecca Hénonchon publié ce week-end, posté ce week-end. Rebecca Hénonchon qui est l'une des patronnes des nouvelles technologies au Cameroun, les plus influentes au Cameroun et même dans le monde. Elle a été régulièrement citée dans le magazine Forbes comme étant l'une des personnalités les plus influentes en Afrique et au monde. Elle publie exactement ceci sur son compte Twitter. À l'aéroport international de Douala, à la sortie des bagages, un homme en civil m'a stoppé, s'identifiant comme de la sécurité et m'a demandé mon passeport. Je le lui ai donné, il a lu mon nom et m'a demandé mon ethnie. Vous avez bien compris, et m'a demandé mon ethnie. Et donc, on se pose des questions ce matin, madame, monsieur, sur ces contrôles des renseignements à l'aéroport de Douala et de Yaoundé-Simalène. À quoi ça renvoie? Quel est le but recherché lorsqu'on demande aux Camerounais de quelle ethnie ils sont? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Surtout que Rebecca Hénonchon ajoute beaucoup plus tard qu'elle a beaucoup de personnes anglophones qui ont été refoulées du territoire parce que étant anglophone. Est-ce que ce qu'elle dit est réel? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? On a également reçu quelques plaintes de Camerounais vivant en Allemagne qui se plaignent également de ce que lorsqu'ils arrivent au Cameroun ou lorsqu'ils partent du Cameroun avant l'embarquement, on leur demande systématiquement de quelle ethnie ils sont et que d'ailleurs on leur promet de les traquer, ceux des Camerounais qui viennent d'Allemagne. Est-ce que ça a un rapport avec la crise anglophone? Est-ce que ça a un rapport avec la diaspora camerounaise qu'on considère celle-là qui est réunie autour de ce qu'on appelle la brigade anti-sardinat? Est-ce qu'il s'agit de cela? On se pose des questions, madame, monsieur, ce matin. Est-ce une dérive ou simplement une volonté pour le Cameroun d'asseoir son propre système de renseignement? Donc voilà, on a voulu ce matin démarrer avec ce tweet de Rebecca Hénonchon, madame, monsieur, qui est une personnalité très influente du monde des nouvelles technologies, du high-tech au Cameroun. Voilà, comme chaque matin, nous serons là jusqu'à 12 heures. Restez avec nous. Monsieur Bachou Chalamel est là comme chaque matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le passeport camerounais se porte très mal. Un classement qui vient d'être effectué a établi ceci que de tous les passeports qu'il puisse avoir, la durée en termes et la disponibilité, celui du Cameroun se porte très très mal. Quelle image cela renvoie-t-il à l'international? Passons. Avoir un carnet de titres fonciers, c'est une chose pas facile. Si déjà avoir un passeport est très compliqué, il y a pénurie de carnets de titres fonciers. Quelle peut en être la cause? Vraiment au Cameroun, tout manque. Si on cherche l'eau, on cherche l'énergie, on cherche les passeports, combien de fois les titres fonciers? Vivement que vous mettez tout cela à disposition, parce que c'est la seule chose qui permet au moins à quelqu'un de se sentir homme. Voilà, vous savez qu'il y a un classement chaque année sur les passeports au monde et le Cameroun, comme vous le dites, dans ce récent classement auquel vous faites allusion, a perdu 4 places. Ça veut dire que le passeport camerounais dégringole davantage lorsque vous êtes dans le monde et que vous possédez un passeport camerounais. Il y a peu de pays dans lesquels vous pouvez accéder sans visa, malheureusement, alors que nous avons des pays comme le Rwanda qui ont réussi à signer tout récemment des partenariats, des accords avec, par exemple, Dubaï, le Qatar, de réciprocité, ce qui fait que les Rwandais peuvent aller au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis sans obligation de visa. Donc ils ont fait ils ont signé ces accords-là. Le Cameroun malheureusement n'en prend pas le chemin. D'ailleurs c'est plus grave parce que lorsque vous êtes Camerounais, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Il y a beaucoup de suspicions qui vous suivent lorsque vous êtes Camerounais. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. Justement,
pour accompagner la publication de Rebecca Enonchon. On va parler le 9 janvier dernier, le professeur Narcisse Mouelekombi publiait sur sa page Facebook: j'ai reçu hier en audience Francis Ngannou, l'international camerounais, champion de boxe, poids lourd, UFC, MMA, originaire de Batié dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Et cela nous renvoie certainement à cette publication qui veut qu'on précise toujours son origine ethnique avant toute action au Cameroun désormais. On aura l'occasion, c'est un vrai débat, c'est un gros débat entre ceux qui évoquent nos multiples nationalités qui précèdent la République et ceux qui estiment qu'on doit, pour construire une République, on doit évidemment faire en sorte de faire table rase de toutes nos identités plurielles, du moins ne pas les mettre en avant pour faire ressortir la République. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. On avait cru à tort que le gouvernement allait procéder par le resserrement de son train de vie. Il n'en est rien. Après les cérémonies de présentation de vœux au corps diplomatique, au corps constitué, le Premier ministre a pris le relais. Avec ça, alors, vont-ils encore demander aux citoyens de serrer les ceintures, de retrousser les manches? L'exemple de réduction du train de vie de l'État ne devrait-il pas commencer par le haut? Vous voyez, le gaspillage, à quoi servent toutes ces réceptions autour de présentations de vœux? Chaque chef de département ministériel sait ce que ses collaborateurs ont besoin, ce que les démembrements dans les régions, départements et arrondissements ont besoin. Le secrétaire général de chaque ministère est là pour coordonner l'administration des départements ministériels. À quoi servent réellement? Sinon, à bouffer l'argent, à bouffer l'argent. Bon, vous êtes un peu comme moi ce matin, nous sommes tous grippés. D'ailleurs, on vous sent évidemment en peine avec votre voix ce matin, autant que d'ailleurs que ce week-end, malheureusement, nous sommes sortis de ce week-end avec des séquelles justement de grippe, ce qui fait que c'est assez inconfortable. On va démarrer, madame, monsieur, l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour qui est contée par vous, Dominique Audrey Ouyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fofoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter nous a été envoyée par Mireille. Mireille a 30 ans et elle raconte que sa sœur a accouché il y a 2 mois. Sa sœur réside dans la ville de Kribi et elle a décidé d'aller passer le week-end chez sa sœur. Elle est arrivée vendredi, tout s'est bien passé et dimanche, dans la matinée, alors qu'elle s'apprêtait à partir, sa sœur lui a dit: bon, puisque tu es encore là et que le bébé dort, je profite, je vais au marché et lorsque je reviens, tu pourras repartir à Berthois. Sa sœur, il faut le noter, est mariée et vient d'avoir son premier bébé. Sa sœur est allée au marché pendant que le bébé dormait et qu'elle était dans la chambre qui lui servait de chambre d'hôte. Le mari de sa sœur, selon ce qu'elle dit, est entré tout nu et l'a violée. Elle dit que malgré les supplications malgré ses supplications à l'endroit de son beau-frère, celui-ci est resté impassible et a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti tout simplement. Lorsque sa sœur revient du marché, elle a essayé de le lui dire, mais elle a eu peur à cause des menaces de celui-ci. Sa sœur demande à son mari: chérie, s'il te plaît, comme le bébé va bientôt se lever là, accompagne Mireille à l'agence pour qu'elle puisse repartir à Berthois. Elle dit qu'elle a voulu refuser, mais sa sœur a tellement insisté qu'elle a fini par accepter. Pendant qu'ils étaient sur le chemin, dans la voiture, son beau-frère s'est garé à un endroit et il lui a demandé des excuses en lui disant qu'il ne savait pas ce qu'il avait pris et qu'il a eu l'impression qu'il a été possédé par le diable et il lui a remis une somme de 500 000 francs pour que celle-ci garde le secret et qu'il lui demande et qu'évidemment elle lui pardonne. Mireille raconte que depuis qu'elle est rentrée, elle ne cesse de penser à son beau-frère. Lorsqu'elle entreprend des relations intimes avec son copain, elle ne voit et ne pense qu'à son beau-frère. Et la question qu'elle pose est de savoir, est-ce qu'elle doit avouer ce qui se passe à sa sœur parce qu'elle a l'impression d'avoir des sentiments ou elle doit simplement garder le secret? Comment se comporter dans cette situation? Alors, elle pense dans quel sens? Dans le bon sens du terme, parce qu'elle dit qu'elle est arrivée, il lui a fait découvrir les cimes. Voilà, c'est un détail. C'est la précision que vous deviez nous. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais vécu ça. Vraiment, des histoires.
C'est quand même très compliqué dans ce pays. Il faut dire, l'histoire du monde entier, c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'une autre... les femmes sont comme ça. Hein, elles disent, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il a fait naître à moi un feu que je croyais éteint depuis très longtemps. Il y a toujours ça, il y a toujours des choses qui se mettent en place avec les femmes. On ne comprend toujours pas, évidemment, ce qu'il en est. C'est vrai que ces temps-ci, on a parlé beaucoup de viol, non? Dans l'actualité sociétale de société au Cameroun, il y a un autre pédophile là, à Bonabéry tout récemment qui a été attrapé, un maître d'école qui avait excellé dans le viol de ses élèves, de ses enfants-là. Donc un vrai pédophile. Il y a d'autres cas de viol qu'on a relayés il y a peu. C'est un vrai sujet, ces questions de viol. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est parce qu'on a eu ce débat sur ce plateau, sur le fait que certaines personnes victimes de viol vous disent avoir ressenti un certain plaisir. Après, donc, du coup, ça rend très compliqué la tâche parce que les féministes vont nous tomber dessus pour nous dire que, écoutez, vous banalisez le viol. Si vous estimez que à la suite d'un viol, on peut ressentir un plaisir, on peut évidemment en ressortir avec une satisfaction. Vous voyez, on est toujours dans un piège que nous tendent les gens. Voilà. Donc, malheureusement, on doit être froid dans l'analyse, le décryptage, la lecture de l'histoire de ce matin. Bon, Borbengan. Non, moi, je pense qu'il faut chercher un groupe de personnes, notamment des psychologues, pour commencer à entrevoir la sortie des encyclopédies. Ça peut aller jusqu'à 100 tomes. Que veulent les femmes? Un livre. Je pense, oui, j'ai dit des encyclopédies. Parce que... À plusieurs tomes. Oui, à plusieurs tomes. Hein, au moins 100. Il n'y aura pas assez de pages pour que terminer les 100 pages. En réalité, les 100 tomes. Moi, j'ai tiré la conclusion. Les femmes nous embêtent. Oui, elles nous embêtent. Premièrement, elles ne savent pas ce qu'on appelle viol. Elles ne savent pas ce qu'on appelle relation sexuelle non consentante. Vous dites ça? Elles ne savent pas. Et pourtant, c'est un basique. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. On nous a abordé une histoire de viol ici. On a violé une femme devant ses enfants avec l'arme ici. Elle dit qu'elle a trouvé du plaisir à cela. Qu'elle atteint l'orgasme. Voilà. Et vous dites que les féministes disent que ça ne peut pas arriver. Non, les féministes disent que même quand ça arrive, ça n'enlève pas à l'acte voilà. Le caractère de viol. Ça arrive, voilà. Quel plaisir vous pouvez donc avoir qu'on vous fasse des rapports intimes devant vos enfants si vous n'êtes pas malade? Où est cervelé? Vous êtes malade. Donc, que veulent les femmes? Elles ne veulent rien et elles ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que les femmes vivent au gré des humeurs. Je dis bien les femmes. Je ne fais pas de distinction. Je ne dis pas certaines. Je dis les femmes vivent au gré des humeurs. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est pour ça, vous verrez j'allais dire une bourgeoise bien acquise, qui a même un jeune homme avec qui vient de le dire, mais elle va s'accrocher sur le plombier. Précisément parce qu'elle a eu un problème là où je n'étais pas. Et elle va vous dire, parce que le mari est sorti tôt, que le plombier là. Et vous verrez d'autres femmes vont vous dire, mais oui, le mari aussi est sorti tôt. Vraiment, voilà, mais... Elles ne va pas, ça veut dire qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais bon, je crains que nous soyons dans une entreprise de banalisation. Oui, il faut banaliser parce que ne nous amenez pas dans ce débat. Parce qu'après, il y a une question de bourreau et de victime. Il n'y en a pas. Vous nous dites que... Il n'y en a pas. Vous nous dites que cet homme... J'ai dit, il n'y en a pas. N'est pas un bourreau. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bourreau. Qui a troublé la femme, qui l'a rendu écervelée. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas. Il y en a un qui rend ses femmes écervelées. Votre soeur va au marché. Vous ne voulez pas entretenir des relations avec son mari, même si elle avait un fusil. Même si c'était avec un pistolet. Vous pouvez tenir, vous pouvez crier, vous pouvez. Non, mais attendez, justement, il dit bien, il est venu nu. Vous ne voulez pas entretenir des rapports. Pourquoi vous ne pouvez pas avec les dents essayer de faire quelque chose? Parce que c'est votre soeur, c'est le mari de votre soeur. Et pour ça que c'est possible ça? Mais attendez, vous défendez pas. Vous dites, il m'a violé, vraiment, je n'étais pas. C'est des conneries.
C'est ça. J'ai dit c'est des conneries. Vous n'entrez pas en compte la vulnérabilité. Hein? Il n'y en a pas là. Elle est consentante. Il n'y en a pas. Le problème là où moi je veux dire, les femmes nous embêtent avec ça. Ici, nous savons ce que moi je vais développer ce matin, en quelques mots, c'est comment vous appelez, les secrets de famille. Mais qu'elle n'enveloppe pas ça dans on m'a violé, on m'a non. Il y a des secrets de famille où la sœur aînée ou la cadette peut venir chez sa sœur mariée et tout, et vous entretenez des repas. Il y en a même qui sont enceintés par le mari de leur sœur. Voilà comment on entretient cela. Il y en a qui vont avorter. Il y en a même, toujours est-il que même si vous avortez, vous avez entretenu des relations. Comment on gère donc ça? Non, pour le cas qui nous concerne ici, effectivement, elle doit fermer sa bouche. Il est question premièrement, Chalamel aime parler souvent de l'après. Il est question de ne plus continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le fantasme pénètre, vous dites, je ne peux pas sortir avec le mari de ma soeur. Je ne peux pas, parce que de toutes les manières, vous ne pourriez pas. Ça va d'abord, vous enlevez l'amour avec votre soeur. Ça n'existera plus. Vous allez justifier ça comment? Donc, ça peut arriver dans les familles. Vous assumez ça une fois et pour toutes. Vous ne voulez plus. Donc, ne pas dire à sa sœur. Ne pas dire à sa sœur. Et ne plus continuer. Des choses, oui, mais comme il a dit vraiment, il y en a, mais non, c'est des conneries. C'est-à-dire que les relations humaines sont faites de ce qu'on appelle, attacher le cœur. Vous pouvez tomber amoureuse de mari de votre sœur. Mais vous dites non, je ne parle pas, il vous drague même normalement, vous dites non. Vous dites non, précisément parce que dans les relations humaines, il y a des choses qui comptent. Qu'est-ce qui compte dans les relations humaines? C'est les liens qui vous lient, c'est l'amitié. C'est ça d'ailleurs qui fonde la société. La société n'est pas les déviances. Donc vous n'allez pas justifier vos déviances par le fait que oui, mais n'est-ce pas j'avais, n'est-ce pas? Non, ça c'est des conneries. Merci. Alors, Chalamel, non, je vais à vous, Chalamel, directement. Permettez-moi de vous poser la question tout de suite, hein, parce qu'évidemment, il faut qu'on aille rapidement. Vous êtes aussi comme Bobok pour cette femme. C'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle vit, qui est perdue. Disons tout simplement qu'il y a 3 configurations qui s'ouvrent. La première configuration, vous avez des femmes et des hommes qui ont fait allégeance à des cercles, dans des gourous, dans des cercles compliqués, à Satan, comme on dit trivialement, comme disent les chrétiens. Donc la femme sait que là où est son mari traverse une période, elle fait tout pour retenir sa sœur parce qu'elle sait ce qui va se passer après, elle sait ce qu'on va puiser dans sa sœur. Ça peut être cette configuration. Oui, il y a des femmes comme ça. Il fallait y penser. Il y a des femmes, il y a des couples. Il fallait y penser. Il y a des couples où c'est même la femme qui organise. Oui. Qui organise avec sa propre famille, sa belle famille, ses copines, ses amis, les femmes du quartier, pour son mari. Elle l'organise pour qu'on puisse puiser et vider la moelle substantielle, existentielle dans les différentes femmes du quartier. Beaucoup de femmes organisent ça. Il y a des aguicheuses. Ces jeunes femmes qui, lorsqu'elles arrivent, elles ont des souris en forme de flèches, de cupidon. Elles ont des matelots d'un certain genre. Elles s'arrangent à avoir des serviettes et utiliser l'huile sur les cuisses à votre regard, monsieur, il faut possible. Et il y a la perversité. Donc je pense que à ce niveau, on peut essayer de voir parmi ces 3. Mais moi, je pense pour une aguicheuse. Cette fille était une aguicheuse. Elle a aguiché son beau-frère, sachant que ce gars est à l'aise, ce gars est bien. Elle a commencé par... Vous savez, vous êtes parfois assis au salon, vous êtes en train de regarder la télé. C'est votre belle-sœur qui passe avec un matelot tout à fait particulier. En fait, elle passe comme si elle cherchait. Ma boucle est tombée. Elle vient devant vous, elle se penche. Elle laisse voir tout son océan, monsieur Eric Fopoussi, tout ce qui peut transparaître, histoire de vous dire que je suis tout à vous. Elle se lève, elle s'en va. Elle a des attitudes, des pagnes qu'on attache à tort et à travers. Donc, il faut dire que c'est un ensemble d'éléments
qui appellent. Vous avez des femmes, vous avez des belles-sœurs, vous avez des gens, lorsqu'elles rentrent parfois chez vous, elles s'assiedent, elles ouvrent les pieds d'un certain genre, histoire de vous dire, tu peux regarder, je n'ai pas mis le slip parce que c'est la tendance aujourd'hui. Beaucoup de femmes fuient déjà le slip. Vous allez vous rendre compte que c'est comme ça qu'on fait des appels de balles d'un certain genre. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette configuration? Je vous dis oui. Je vous dis oui parce que ce gars a eu marre. Il en a eu assez de se prendre pour un con. Il a dit, ok, je vais foncer. La fille s'attendait, mais elle ne savait pas que ça devait être le moyen qu'il devait utiliser. La violence, raison pour laquelle, vous voyez, elle dit elle était gênée, mais depuis elle pense à lui, elle rêve de lui, elle fantasme. Je ne pense pas, comme Bambok l'a expliqué, que dans le cadre d'un viol, vous allez penser à votre violeur. Vous allez penser à celui avec qui vous avez entretenu. Vous n'irez pas jusqu'à dire, lorsque vous racontez votre histoire, que vous avez atteint le nirvana, monsieur Rifopoussi. C'est un point essentiel qui n'est réservé qu'aux initiés. Comment a-t-elle fait donc pour atteindre ce nirvana? Je crois donc qu'on est dans cette configuration et il n'y a pas de bourreau. Il faut revoir juste les tenues. Et c'est l'occasion pour dire qu'il y a des femmes, lorsque vous rentrez chez elles, elles vous donnent la tenue à porter. Ici, chez moi, c'est le cabas. Tu veux sortir, c'est la jupe. Tu veux marcher, c'est temps. Ici, je te coince avec une tenue des jeunes filles. Tu rentres le même jour. Il y a certaines maisons où dès que vous rentrez, les femmes posent les bases. Dès le premier jour, elles vous disent, chez moi, c'est comme ça. Tu ne ris pas avec mon mari. Tu ne manges pas sur la table avec mon mari. Ça peut être dur. Bon, tout oui, ça? oui. Tu ne manges pas avec mon mari. Tu ne prépareras jamais pour mon mari. Même s'il te demande à préparer, tu n'entres pas à la cuisine pour mon mari. Et il y a des femmes qui le disent. Ça peut être dur, ça peut être bien, mais c'est comme ça. Oui, en tout cas, c'est tout à fait, c'est très prévoyant et très prudent quand même de la part de ces femmes. Karine. Alors, dans cette histoire, si la sœur de Mireille a affaire à un violeur, si elle a affaire à un violeur, ça veut dire que cet homme pourrait le faire même sur son enfant. Si, je parle de si, elle a affaire à un violeur, ça veut dire que cet homme serait capable d'abuser de son enfant. Parce que je conçois que lorsque vous vous mariez, c'est ce qu'on nous dit sur ce plateau, que lorsque vous vous mariez, c'est deux familles qui se rencontrent. C'est l'union de deux familles. C'est-à-dire que, en principe, la sœur de ta femme devant toi devient ta sœur. Pas une femme sur laquelle tu pourrais monter. C'est ce que ça devient. Si on parle de famille. Maintenant, si on parle de famille occidentalisée, je ne sais pas trop, mais selon la famille qu'on nous explique sur ce plateau, on parle là d'une famille de sœurs. Ça veut dire qu'il a abusé de sa sœur, s'il s'agit d'une sœur. Maintenant, cette histoire nous raconte une chose. Oui, c'est possible de finir un viol par un orgasme. C'est possible. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Maintenant, c'est l'après que M. Bachou a essayé d'expliquer une fois sur ce plateau qui me gêne, moi, qui m'empêche d'expliquer la situation. Pourquoi? Parce que cette femme, elle nous raconte bien que depuis lors, elle ne pense plus qu'à son beau-frère. Ça veut dire que quelque part, elle nourrit des sentiments pour lui. Et qu'elle se dit que si c'est comme ça qu'il m'a fait et que c'était un abus, qu'est-ce que ce sera si je suis consentante? Voilà là où elle se pose les questions. Si ça s'est passé, si j'ai aimé lorsque c'était un viol, qu'est-ce que ce sera si ce n'est pas le viol et que je suis consentante? Il n'y a pas de relation de cause à effet. Hein? Parce que M. Fopoussi, oui. C'est très difficile d'entendre quelqu'un dire que je suis tombée amoureuse de mon violeur. Moi, j'ai jamais entendu. Généralement, quand on le voit, on fuit. Le syndrome de Stockholm, non? Généralement, quand on le voit, on fuit. Mais là, elle finit par aimer la personne qui a abusé d'elle. Ça veut, moi, j'explique ça en disant tout simplement que elle a aimé le mari de sa sœur depuis le début. Elle a aimé le mari de sa sœur depuis le début. Peut-être qu'elle trouvait qu'il était trop bien pour sa sœur, ou alors elle a trouvé qu'elle n'avait pas ce qu'il faut pour aguicher le mari de sa sœur. Mais depuis, elle constate qu'elle a ce qu'il faut pour aguicher le mari de sa sœur. Alors, je rappelle que ce qu'a dit Charles Hamel, c'est vraiment sur le plan traditionnel, hein, je veux dire même à la maison, on faisait en sorte que nos sœurs ne s'habillent pas d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on nous séparait
D'ailleurs, on nous séparait les chambres. Et on séparait les chambres des garçons avec les filles. C'est une initiation qui commence lorsqu'on circoncit le garçon. Quand papa vous dit, vous ne vous laverez plus jamais avec les femmes. C'est une initiation. C'est aujourd'hui où on pense que le monde commence aujourd'hui. Tout à fait. Où on pense qu'on peut s'habiller donc pour expliquer à Karine que sur le plan des habillements, les Africains avaient des règles. On des règles là-dessus. Mais c'est faux possible. C'est pas une affaire d'africanité de violer quelqu'un. Le viol n'a pas de culture. Du comportement. Par rapport à ce comportement, monsieur Foupoussi, en kaba, on viole, en pantalon, jean, ceinture, on viole. C'est pas une affaire de vêtements. Ça n'a rien à voir avec le vêtement. Vous pouvez être en kaba, vous connaissez le kaba sawa qui traîne le sol. Et le gars vous trouve belle et bien pour lui et il te viole. C'est pas une affaire de vêtements. Vraiment pas du tout. Quand vous dites violer, là, ça veut dire que la femme ne se défend même pas. Moi, je parle, on est en train de parler des traditions, des vêtements africains. Non, vous avez dit tout à l'heure, il y en a même une ici qu'on a violée et qu'elle s'est mise à aimer le violeur. Elle n'a pas aimé le violeur. Non, elle a eu un orgasme. On peut demander à son mari de faire comme le violeur. Non, celle-ci, l'histoire d'aujourd'hui nous montre qu'elle a aimé le violeur. Contrairement, l'autre avait atteint l'orgasme et elle a détesté ça. D'accord. En tout cas, on va rester sur le plan de... on n'encourage pas le viol. Faut qu'on soit d'accord. C'est adulte comme c'est mineur. C'est une infraction. C'est une infraction. Oui, mais il faut donc savoir qu'est-ce qui est viol. Après, c'est ça, parce que vos femmes là vous disent aussi que même le mari peut violer. Il arrive que les maris violent leurs femmes. C'est qui est faux. Mais tant que c'est non consentant, c'est un viol. Voilà, oui, donc vous voyez, donc c'est à redéfinir vos chevaux sur la maison. C'est un viol. Vous venez monter sur une femme sans son avis, sans son aval, sans qu'elle soit d'accord, vous la violez. Vous violez son intimité parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas d'accord avec ça. Même si elle vous aime. Oui, vous la violez. Dans l'histoire, on peut au moins s'accorder à dire que cette jeune femme, Mireille, avait des vues sur son beau-frère. Ça arrive. Ça ne justifie pas l'acte de cet homme-là. Parce qu'à ce moment, moi, j'ai l'impression qu'on célèbre ce qu'il a fait. Personne ne condamne le fait qu'il soit entré dans la chambre de sa belle-sœur. Il est nu et il entreprend de la violer. Même s'il avait crié. Qu'est-ce qu'une femme peut faire contre un homme? Beaucoup. Non, rien du tout. Il est déjà nu. Et il vient vous attraper là comme moi, je vais te violer. Il te viole même avec une main, il te déshabille. Donc, peu importe qu'il aurait voulu se défendre ou pas, il aurait violé. Il y a toujours le facteur de lubrification. La femme a besoin d'être au moins humide. On n'a pas ça va faire des déchirures tant pour l'homme que pour la violer. Femme. Donc on lubrifie les enfants qu'on viole là, monsieur Mathieu. On prend le temps pour faire ça. Il veut dire qu'il y a des trucs où la femme se blesse. Il n'y a pas de préliminaire. Elle se blesse. C'est qu'il l'a blessé. Ça veut dire qu'elle se blesse et vous C'est qu'il l'a blessé parce qu'elle parle vous atteignez l'orgasme après beaucoup de blessures. Ça veut dire que vous êtes malade. Lorsqu'il y a déjà eu la pénétration. J'avoue que moi, sincèrement, j'ai jamais compris le viol. Parce que moi, j'ai jamais compris le viol parce que je... Oui, j'imagine qu'une femme... Parce que... Mais les gens le font, puisqu'on viole les gens. C'est lorsque la pénétration a déjà eu lieu, ça va continuer. Non, moi vous allez sentir mal. Écoutez, et vous sentez mal, et moi j'atteignais le nirvana, ça veut dire que vous êtes malade. Sincèrement, dans mon esprit, j'ai toujours voulu comprendre comment se passe le viol. Parce que moi, je sais qu'un homme, normalement, même quand la femme est consentante, vous vous blessez. Même l'homme se blesse, hein. Oui. Même quand la femme est consentante, l'homme, ce que j'ai vécu, l'homme se blesse. Je vous ai dit, monsieur Popo, correctement. Les femmes sont devenues... J'imagine maintenant une femme qui n'est pas consentante. Les femmes sont devenues perverses. Elles sont devenues perverses. Moi, à la première entrée, de donner la liste des hommes. C'est clair. Elles sont devenues perverses aujourd'hui, les femmes. Oui. Parce qu'elles ont honte de dresser une liste des hommes qui sautent sur elles. Elles vont dire, tel m'a violé, tel m'a violé. C'est faux, il n'y a pas de viol. Si une femme ne veut pas, vous ne la violez pas. Peut-être avec l'arme, mais vous ne la violez pas. Oui, peut-être. Pardon? J'ai dit, celle qui atteint le nirvana, elle est malade. Un homme vous viole. Elle est malade parce que... Il vous déshabille avec une main. Justement. Comment vous pouvez avoir ces sécrétions dont parle Chalamel quand vous sentez, vous êtes blessé, vous avez des tics. Mais attendez. Qu'est-ce que ça Monsieur Fopoussi. Bon, allez que vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est vrai. Donc elle est malade. Elle a été violée avant de malade. Vous êtes malade. On a besoin que ce soit lubrifié. Ça, c'est pour l'entrée. Mais il y en a qui réussissent à entrer et parce que l'intérieur est déjà humide.
il n'a plus besoin que ce soit liquéfié. Lorsque c'est déjà entré, C'est humide, c'est entré. monsieur Mathieu. Je suis sérieuse. Des choses que nous vivons au quotidien. Mais nous aussi on le vit. Vous, Attendez, c'est ce vous que pensez vivez. que nous non, mais aussi on sûrement, le vit? non, sûrement que vous êtes toujours comme ça. Mais il y en a qui sont pas toutes comme ça. Je suis désolée, Oui. le vagin de la femme est humide. Il y a déjà des sécrétions à l'intérieur. La pénétration peut être difficile, mais lorsqu'elle a déjà eu lieu, le reste suit normalement. Oui. Normalement. Donc cet Je homme suis a d'accord. violé. Elle ne se bat plus pour éviter et tout. Bon, quand on a déjà ça à l'intérieur là, on se bat encore comment? Vous avez les dents. Et ça va diminuer, ça va diminuer l'intensité Mais du au moins, viol. Ça va arrêter le viol. Ça va Vous arrêter connaissez le la viol. douleur d'une morsure dedans. Vous avez les dents, vous Un avez, violeur qui s'intéresse à la ne mort. Si vous pensez que toutes les C'est personnes bon, qui ont donc, des les relations n'ont pas femmes menti. d'aujourd'hui ont des relations consentantes, mais elles ne veulent pas, comme elles ont Vous voyez que le viol est d'afficher. banalisé. Oui, oui. Vous voyez Elles qu'il ont- banalise elles le nous- viol. elles Cette nous femme a été rabâchent les oreilles violée. avec des viols. Elle a été violée. Tant qu'une femme ne veut pas, vous la laissez. Si vous continuez, vous l'avez violée. C'est ça. Même votre femme à la maison. Oui. Bon, Voilà. êtes-vous Voyez d'accord donc- que, parce qu'il y a aussi un débat qui est né en France, justement, sur la question du nom de la femme. À quel moment son nom est un nom, Catégorique. expressif de quelque chose, et à quel moment son nom est un nom catégorique. À tous les Vous savez qu'il y a des noms des femmes, mais dit non, je veux pas, mais en fait elle veut. Bref, du coup, vous savez que ça Je existe. vous Ça. dis que les femmes sont devenues perverses. Elles savez- elles ne tiennent même plus à leur dignité de femme. Vous savez ça, Dominique Audrey. Et elles commencent à Il y a accuser des- les hommes à non, travers et à Ça, c'est ce travers. qu'on dit. Si une femme vous dit non et que vous insistez, forcément, elle va dire ok, je l'aide un peu, vas-y. Mais si elle vous dit non, vous arrêtez. Vous pensez qu'elle va venir vous dire que non, faut aussi prends-moi. Non, Oui. non. Il y en a qui Non, disent non, que, non. mais attends, Non, je mais- disais non là pour voir si vous Mais n'allez pas Dominique Audrey, insister. moi, je vous croyais être très expérimenté. Hein. Je vous jure. Moi, je vous croyais très On expérimenté. dit que toi aussi vous Il y a êtes des un homme. femmes- À peine j'ai dit non, vous êtes parti. Non, mais Donc, permettez-moi de vous dire ça. Il y a des femmes où... Qui? Bon, on fait quoi? une petite C'est pas parce parenthèse. que vous insistez que son nom veut dire oui. Petite parenthèse. comment- Elle-même. Petite C'est pas parce parenthèse que vous insistez de- que son nom veut dire oui. Petite parenthèse. Non. Pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. Oui. Vous avez souvent dans une relation sexuelle avec une femme, Oui. un moment donné où elle vous dit de laisser. Non, je ne veux pas. Elle vous dit non, même en action, elle vous Oui, dit, en pleine action, elle vous dit oui. non, vraiment, non, non, non. Alors que c'est un non, justement, où elle voudrait que vous y allez vraiment. Je veux dire, à un moment donné, je vous passe, nous, des yeux dans les yeux, Est-ce qu'elle pour veut qu'on se dire comprenne de très Dieu? bien, Ah oui, que oui. ça arrive parfois qu'une femme vous dit non, arrête. Attends, le arrête là n'est pas le vrai arrête. Est-ce qu'elle Ça, parle c'est de viol autre après chose. alors? Voilà. Ça, Ça, c'est autre c'est chose. autre chose. Maintenant, c'est autre chose. de Ça, c'est autre chose. Le viol, Ok. c'est une chose. Oui, Ok. Écrivez la oui, date. d'accord, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. C'est ce que je voulais qu'elle me réponde. C'est bon. Madame, monsieur, voici tout de suite la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du respect des emblèmes nationaux au Cameroun. Je m'interroge sur la question de l'emblème dans ce pays. Que deviennent l'ensemble des emblèmes camerounais? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont-ils un mépris total des emblèmes de leur pays, même si on n'est pas d'accord avec le régime en place, même si on n'est pas d'accord avec le président de la République, même si on n'est pas d'accord avec la gouvernance? Est-ce que cela nous donne-t-il le droit de fouler aux pieds les emblèmes de ce pays? Le drapeau et l'hymne national constituent-ils encore des symboles forts de ralliement au Cameroun lorsque les députés de l'Assemblée nationale ont des difficultés à chanter l'hymne national? On parle de l'hymne, mais ça commence ici. Les députés ne savent pas chanter l'hymne national. Ils guébéillent, comme quelqu'un avait dit. Même certains ministres, on a vu à des moments, pendant la levée, des ministres qui ne chantent pas. Lorsque la caméra est pointée, ils ont perdu leur latin.
La cérémonie de la levée des couleurs au Cameroun a-t-elle encore sa place dans le temps au sein du subconscient collectif des Camerounais? Comment comprendre que les Camerounais, depuis un certain temps, brillent par un mépris total? Pour une véritable nation en construction, il y a certaines valeurs qu'on ne doit pas brader sous aucun prétexte, pour la simple raison qu'elles constituent les points de repère et même les bases de fixation auxquelles une nation s'identifie tant sur le plan interne qu'externe. Dans ce registre se retrouvent en bonne place les emblèmes, tels que le drapeau de la République et l'hymne national qui constituent les valeurs morales d'un État. Comment comprendre que les citoyens de la nation camerounaise, mieux les étrangers vivant sur le triangle national, ne sont pas astreints à rendre les honneurs au drapeau de la République et affichent parfois la non-maîtrise de l'hymne national lorsqu'il est chanté dans les règles de l'art, sans la moindre intention de transformer les paroles. Dans ce tableau sombre de déviance, on note avec amertume la présence des drapeaux déchirés et malpropres, accrochés sur les mattes des ministères de la République, de certaines structures de la République, à la merci des intempéries. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si un drapeau délabré est encore représentatif. Est-ce donc à dire que le peuple ne se reconnaît plus à travers ces drapeaux malpropres, d'où l'interpellation des mandataires de l'État d'agir urgemment afin d'arrêter cette hémorragie mortelle qui tend à faire disparaître le sens du patriotisme dans notre pays. Comment n'ont-ils pas intégré qu'il est interdit de s'asseoir, de piétiner ou de brûler le drapeau national? Il est interdit de jeter le drapeau dans la poubelle, de le déchirer ou même de le brûler, confère cours d'instruction civique, devenu cours d'éducation civique et tout ce que vous voulez. Comment comprendre que les individus ne se gênent plus à fouler aux yeux de tous les emblèmes de ce pays? On a vu tout récemment un individu déchirer le drapeau national. Il croyait être un héros, quel que soit ce qu'il défend comme idéologie, quel que soit l'activisme qu'il anime. On respecte les valeurs d'un pays, un tant soit peu. Comment comprendre que l'éducation de la morale et du civisme ne soit plus une obligation dans nos programmes scolaires? La Constitution du Cameroun, dans son article 1er alinéa 4 à 7, désigne ainsi les emblèmes nationaux. La devise « Paix, travail, patrie ». Qu'est-ce que ça signifie? Aucun Camerounais ne connaît la valeur de paix, travail, patrie. On parle pour parler. Son drapeau, vert, rouge, jaune, à 3 bandes verticales d'égale dimension, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge. Très peu connaissent l'historicité, l'historique même de ce drapeau, comment on est parti pour avoir ce drapeau-là. Mais aujourd'hui, des individus tels des couleuvres se retrouvent à déchirer ce tableau. Et les mêmes, ce drapeau, et c'est les mêmes qui parleront de Oumniobé, c'est les mêmes qui parleront de Ernest Ouandié. Non, vous n'avez même pas le droit de parler d'eux, parce qu'eux, ils respectaient les institutions de ce pays. Nous avons les armoiries de la République du Cameroun, qui sont constituées par un écu, chapeau surmonté côté chef par l'inscription République du Cameroun, et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise paix, travail, patrie, côté pointe. N'a-t-on pas vu un drapeau dont le vert tire vers le bleu ou le jaune vers l'orange? Ça, c'est plein dans nos commissariats, c'est plein dans les délégations régionales. N'a-t-on pas tendance à s'étonner de ce que l'étoile des armoiries soit comme sur le drapeau frappé sur le rouge et non le vert? On a vu dans certaines administrations parfois le drapeau du Sénégal, parfois le drapeau de la Guinée être élevé. C'est après on s'est rendu compte qu'on a commis une lourde erreur. N'a-t-on pas tendance à se souvenir que le 23 mars 2007, un Camerounais, fut-il comédien, se faisait allègrement essuyer les chaussures avec le drapeau national? L'hymne dans nos lycées et collèges. Quelle est la place des lions indomptables?
Que devient le bilinguisme? Autant de choses qui nous est aujourd'hui permis de nous arrêter. Si vous ne respectez pas le drapeau, si vous ne respectez pas les emblèmes, la devise, alors messieurs, ça suppose que vous n'êtes pas digne de porter le nom de Camerounais. Alors, Chalamel, c'est important le sujet de ce matin. Il faut bien qu'on comprenne le contexte dans lequel on inscrit votre colère ce matin. C'est un début de semaine. Nous sommes le 13 janvier 2020. Et c'est important qu'en démarrant cette année, qu'on se réapproprie nos emblèmes, parce que ce qui fait de nous des Camerounais doit nous pousser à respecter ce qui est sacré, et ça relève du sacré. Un drapeau, une devise, les armoiries, ça relève du sacré. Ça doit être quelque chose qui soit inscrit dans l'esprit de tous comme étant inviolable, quels que soient les remords, les ressentiments que l'on pourrait avoir à l'encontre ou d'un gouvernement. C'est important de le signaler parce que c'est ça le contexte. Et on voudrait bien inscrire votre colère dans un esprit d'éducation. Mais j'aimerais quand même, et c'est quand même intéressant de voir ce que nous relève la loi numéro 3/A de l'emblème et son article 2 qui traite de l'outrage et de l'injure envers le drapeau du Cameroun, quelle que soit la forme qui ait été donc accomplie. Je trouve que les peines pour ça sont assez légères, de 1 à 3 mois d'emprisonnement et de 5 000 à 25 000 francs CFA d'amende. Je trouve que non, pour ça, on devrait sacraliser, faire en sorte que ça devienne quelque chose de beaucoup plus contraignant que ça, que les gens se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font lorsqu'ils déchirent un drapeau ou lorsqu'ils l'arrêtent d'une certaine manière, parce qu'il y a la manière de tenir le drapeau. Il y a des gens qui tiennent le drapeau comme s'ils tenaient un vêtement qui est sale et qui va au lavage. Une étoffe. Et voilà. Voilà, donc c'est assez grave. Il y a des pays qui nous montrent l'exemple. Un pays comme l'Algérie, je n'irai pas loin, un pays comme l'Algérie a érigé son drapeau comme étant quelque chose de sacré. D'ailleurs, il faut voir, les Algériens sont en France. Lorsqu'il y a un événement en France, lorsque l'équipe de France gagne une compétition en France, vous voyez les Algériens qui ressortent le drapeau. Malgré le fait que certains joueurs de l'équipe de France soient originaires d'Algérie, eux, ils ne considèrent pas le drapeau français comme étant le premier recours de leur amour à la patrie. C'est d'abord un drapeau algérien qui célèbre sur les Champs-Élysées une victoire de l'équipe de France parce qu'ils sentent que leur pays a contribué évidemment à tout cela. On a vu également Samuel Eto'o qui a, à travers ses multiples Champions League, honoré le drapeau camerounais en le portant lors des finales de ces compétitions. Donc, il faut saluer ça. Ces personnes qui ont érigé ce drapeau-là en quelque chose de fort. La devise en quelque chose de fort. Il avait commis une erreur. De faire quoi? Refuser le drapeau. Oui, c'est vrai que... il avait refusé. Oui, Philémon Yang, il avait planté Philémon Yang avant la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, où les Lions étaient entrés en grève pour une affaire de prime. Bon, bref, on va lui pardonner ça ou pas. Sur cette question de drapeau, en ces temps-ci où on a le sentiment que nous perdons nos repères. Oui, mais le problème, vous êtes allé trop vite, comme le ministre d'État Laurent Esso, aux sanctions. Donc, vous n'avez pas commencé par l'éducation. Oui. Non, je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez aujourd'hui. J'entends parler d'éducation civique ou des choses comme ça, jeunesse et éducation, quelque chose. Oui. Ça. Voilà. Donc, c'est un problème d'éducation à la citoyenneté qu'il faut. Pour un Américain, c'est l'Amérique qui est au départ. Même son épouse, même sa femme, même son mari. Vous avez une Américaine, vous dites qu'est-ce qui compte, c'est l'Amérique. Vous prenez homme comme femme, vous dites c'est l'Amérique. La femme vient même en troisième position. Après le drapeau, après l'Amérique, il y a le dollar. Et après le dollar de ta femme ou ton mari. Voilà comment c'est hiérarchisé ce jeu. Si vous demandez à un Américain, choisissez là. Il dit j'ai l'Amérique, j'ai le dollar et ma femme. Vous demandez à une Américaine, il dit j'ai l'Amérique, j'ai le dollar et mon mari. Donc c'est hiérarchisé. C'est un problème d'éducation. La première difficulté commence par le fait que nous ne savons pas que veut dire la nation, que veut dire la patrie. Parce que quand on dit paix, travail, patrie, Pierre Lamel s'est interrogé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contenu que nous donnons à ces mots? Nous ne savons pas. On vous dit la patrie.
c'est un territoire, un peuple, un gouvernement. C'est vraiment ça? D'accord. Que veut la nation alors? On n'a jamais expliqué ce que c'est que la nation. Ouais. Surtout dans la République. Ouais. Donc, voilà comment ça commence à être ambigu. Est-ce qu'il a parlé tout à l'heure de cycle, le sceau de la République est un médaillon circulaire, et on apprend ça où? Au point où vous avez des citoyens, des ministres, qui nous amènent dans cette déviance. Un ministre accorde une interview, il se filme, c'est la photo du président qui est derrière. Voilà. Et rares sont ceux qui mettent le drapeau à côté de lui. Vous entrez dans les hôtels, c'est la photo du président Biya Kémé. Il fait quoi là? Même dans les... Rarement sont les établissements où vous verrez le drapeau. Donc vous voulez justifier la déviance dans laquelle on nous a menés et le culte de l'homme qui nous a déviés des vraies choses. Là. Mais est-ce que pour autant on doit, nous Camerounais, donc justement suivre ce chemin? Le fait de suivisme. Oui, mais après, il y a quand même des gens qui remettent en question des choses qui sont sacrées. Vous savez, la question du sacré, je pense que le terme est celui qu'on doit utiliser. C'est du sacré. Un drapeau, l'hymne, les armoiries, les choses de la République, tout ça doit être la devise. Si vous parlez dans le sacré. Je suis d'accord avec vous. Vous oui. parlez du principe. Mais qu'est-ce qui est sacré? Puisque le Cameroun a 2 hymnes nationaux. Lequel est donc sacré? Les deux. Ah, d'accord. Partons sur ce principe. À ce moment-là, rien n'est sacré, puisqu'un pays ne peut pas avoir 2 hymnes nationaux. Aucun. C'est là où nous commençons nous-mêmes à piétiner ce qui est sacré, ou alors à ne pas avoir du sacré chez nous. Voilà où commencent les déviances. Précisément parce que nous ne nous sommes pas. Quelqu'un est venu, la France vous a dit, ah oui, vous serez indépendant dans 6 jours. Voilà comment ce que nous retenons comme drapeau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un ne se connaît pas, il ne sait pas, comment je vais dire, faire la distinction, même les trucs de justice, où il y a une balance, il ne sait pas ce que ça veut dire. Vous lui demandez entre le drapeau et l'effigie de Paul Biya, il va prendre l'effigie de Paul Biya, il dit que c'est ça qui représente la République. Donc, vous voyez, nous sommes dans une espèce j'allais dire, nous sommes dans... Laissez-moi même, nous n'avons même pas encore commencé l'embryon de constitution du sentiment national. Après, on va vous dire, parce que tel a critiqué le chef de l'État, il n'est pas patriote. Tel n'a pas... Voilà dans quelle situation on est. Alors qu'on n'a rien éduqué. Donc, je dis, effectivement, vous avez raison sur le plan du principe. Il y a des choses sacrées dans la République qu'on devait, j'allais dire, consacrer comme telles et ne pas transiger à cette règle-là. Mais il n'y a rien de sacré. Est-ce que sur les emblèmes, je pose la question, est-ce que sur les emblèmes, on doit faire un débat autour de leur modification ou de leur amélioration? Je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui en appellent à des modifications, ce soit de la devise, du drapeau, qu'on revienne à 2 étoiles comme on l'était avant. Il y a d'autres modifications qui sont espérées. Est-ce qu'on peut, évidemment, dans une république, se laisser aller avec ce type de débat? Est-ce qu'on peut débattre de tout sur tout? Justement parce que nous ne sommes pas un État normalement constitué. Il faut donc qu'on s'asseye peut-être demain ou d'ici le mois d'avril, on fasse ce débat. Il faut revoir l'hymne du Cameroun, il faut revoir son drapeau, il faut revoir sa devise, il faut revoir, il faut tout revoir. Jusqu'à ce que, moi j'entends une assemblée constituante. Le Cameroun est né par un décret français en avril 57, ce n'est pas normal. Et même le drapeau, ce qui a été admis comme drapeau du Cameroun, c'est ce que l'UPC utilise là comme emblème. On a réduit ça comme si c'était l'emblème de l'UPC, alors que ça avait été adopté par le peuple camerounais. Je pense que c'était en avril 55, comme le drapeau du Cameroun. Le rouge-noir là. Le rouge là, avec lui, oui. Le rouge-noir là, c'est ça qui a été adopté en avril 55 comme le drapeau du Cameroun. Par qui? Par le peuple camerounais. Je vous dis que c'est André Marimbida qui a... Je vous dis que c'est ça qui a été. Et même au Cameroun, version de nos ancêtres, le chant de ralliement qui a été réformé en 72, dans la version que vous connaissez en français. Aujourd'hui. Voilà, mais c'était un chant de ralliement parce qu'on vous disait, oui, il y a des choses comme barbarie, comme ceci, mais
quand vous chantez la Marseillaise, c'est quoi? À Aux nos armes aux citoyennes, tout ça, ça veut dire quoi? Donc, l'hymne national reflète cette nation-là. On ne va pas... Reflète son histoire aussi. Oui, oui, de son histoire aussi. Donc, tout à fait. je suis d'accord avec vous, on doit... C'est des choses sacrées, mais il faudrait qu'il y ait une constituante au Cameroun pour qu'on s'entende sur ce que nous avons d'emblèmes nationaux. D'accord. Mais déjà, ce qu'on a là, on doit les respecter. Parce que ça doit commencer à donner, j'allais dire, la projection de ce que nous allons respecter dans un État, dans une République. On n'a pas beaucoup de temps pour terminer cette première partie de l'émission. On va aller rapidement. Dominique Audrey, un mot sur cette question des emblèmes. Oui, lorsqu'on était plus jeune, à l'école primaire notamment, puisque moi, on passe à autre chose. Peut-être simplement parce que nous autres citoyens, parce qu'on est tous concernés, on a fait un répressif. D'accord. Et surtout que l'exemple vient du haut et qu'on arrête de sacraliser la photo du président en lieu et place de nos emblèmes. Karine. Moi, j'ai déjà vu dans plusieurs commissariats de la ville de Douala le drapeau sale. Le drapeau déchiré. Une fois, on a fait une colère sur le drapeau, je pense, si je ne me trompe pas. Et ça n'a pas mis long, on a changé les drapeaux dans plusieurs commissariats. Oui, donc, l'édifice public, voilà. Je me dis que tout commence à la base. On ne nous enseigne pas le respect de nos emblèmes. On ne nous enseigne pas. J'ai appris sur ce plateau ce que c'est que le sceau. J'ai appris sur ce plateau ce que c'est que l'écu. J'ai appris sur ce plateau ce que c'est que les armoiries. Donc, à l'école, on ne nous a pas enseigné ça. Bon, on en sait que vous n'étiez pas à l'école. Non, pas que je n'étais pas là vraiment, mais c'est possible. Sûrement, vous avez... Au moins ça, non mais attention. Mais c'est pas possible, je parle de moi. Là. Oui, mais vous avez quelle école? On ne m'a pas enseigné ça. Oui, vous avez quelle école? Quelle école? Comment? Public ou privé? J'ai fait le public et le privé. Bon, sûrement aussi au privé. J'ai commencé au privé, j'ai fini au privé à chaque fois. Pas dans le public, quand même. Je dis, c'est quand je suis arrivé au public que j'ai même su que lorsqu'on monte le drapeau, on s'arrête. D'accord, très bien, merci. On va, Chalamel, terminer avec vous sur cette question des emblèmes. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que tout le monde a tourné le dos à la République. On a tourné le dos à la République, à ses institutions et aux symboles de l'unité nationale. Vous avez un drapeau camerounais devant votre maison? On chante, monsieur Eric Fopoussi, le drapeau, on chante, on dit, oh, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ça ne dit rien à personne. Vous savez, lorsque l'Américain chante Slim des États-Unis, monsieur Eric, regardez, observez. Je dis, la maternelle, observez quand l'enfant chante. Vous sentez quelque chose de nouveau. L'Amérique d'abord. Même le Gabon ici à côté nous dépasse. Je dis le Gabon ici à côté. Le Gabon. Lorsque le Gabonais chante, le Gabon d'abord, monsieur Eric Fopoussi. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. C'est lundi aujourd'hui. Beaucoup d'établissements sont entrés en classe et beaucoup d'élèves sont entrés en classe sans lever de couleur. On n'a pas levé les couleurs. Était-ce normal? Je n'accuse pas deux personnes, c'est Moumouna Foutou. C'est lui que j'accuse. Mais il a un premier ministre. Non, j'accuse Moumouna Foutou, c'est lui que j'accuse. C'est son ministère. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on se rend compte qu'un pays va à la dérive, la meilleure manière de rappeler les gens, c'est celui qui s'occupe des instructions de l'éducation civique. Il devait descendre dans les établissements scolaires, vanter. Vous avez plein de délégations régionales qui n'ont pas de drapeau. On ne lève pas le drapeau le matin, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez un drapeau devant votre maison, Chalamel? Monsieur, je n'en ai pas un. J'ai au moins 6 drapeaux. Voilà. Je dis j'en ai au moins 6. Et je marche avec un, monsieur Eric Fopoussi. À tout moment, je suis fier de lever et de dire je suis Camerounais. Pour ce drapeau, beaucoup sont morts. On devrait commencer par là. Que tous les Camerounais fassent au monde comme les Américains qui ont tous un drapeau devant leur maison. C'est ça. Il faudrait donc défendre. Mais c'est la faute à qui? Au ministre de l'Éducation civile, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est ça combien de personnes? C'est à lui. Voilà. On a le sentiment d'ailleurs que ce n'est que ces personnes-là qui doivent avoir le drapeau. Quand vous voyez ce monsieur qui se place devant les réseaux sociaux, il prend un ciseau. Monsieur Eric Fopoussi, il déchire. Vous savez combien de nombre de vues? Combien de Camerounais ont vu? Combien de jeunes enfants ont vu? Comment c'était téléchargé?
Mais attention, c'est grave. D'accord, ok. Alors, je rappelle que sur l'hymne, les Camerounais sont en train de travailler sur le fait qu'il va falloir rebaptiser notre hymne national Cameroun, aux berceaux de nos ancêtres, en la Foulassienne. Vous pensez que c'est une bonne idée? Absolument. En la Foulassienne, Cette oui. proposition avait été faite par le dernier qui vivait encore, Anatole Bongo. Tout Il à l'a fait. fait lorsqu'on préparait le cinquantenaire de l'indépendance au Cameroun. Il a demandé à monter à Yaoundé, il a monté et une copie a été transmise à Belinga et Boutoupe à son âme et à Femme Dongo. Femme Dongo vit encore. Il là. nous Qui regarde. avait organisé toute Ok. une Donc, séance avec un multiplex, avec certaines chaînes pour expliquer la valeur de l'hymne national. J'ai déjà fait un don à cette période Très bien. cinquantaine. On va s'arrêter là, madame, monsieur. Restez avec nous. Une pause s'impose. Dans un court instant, on poursuit cette émission avec sa deuxième partie. Très mouvementée, puisqu'on s'apprête dans 48 heures à célébrer un héros de ce pays, de l'indépendance du Cameroun et même de la fierté de ce pays qui fut donc fusillé le 15 janvier 1971. Ernest Ouandi, donc dans 2 jours, nous nous mettrons évidemment dans cette situation. On prépare de grandes choses pour Ernest Ouandi dans les jours à venir. D'ailleurs, tout à l'heure, nous étions avec Essama qui est venu nous livrer quelques portraits et quelques œuvres en la matière. Donc, il était important qu'on se souvienne de ce 15 janvier. D'ailleurs, à l'époque, en 71, en ces temps-ci, il se passait justement ce procès, ce fameux procès de Ernest Ouandi et les autres, qui s'était ouvert le 6 janvier pour se terminer presque à la veille Borobengan, avant qu'il ne soit fusillé justement à Bafoussam. C'était retransmis à Radio Cameroun, voilà. Avant qu'il ne soit fusillé sur la place publique à Bafoussam, après un procès qui a eu lieu à Yaoundé. Parce que le procès a eu lieu à Yaoundé, mais c'est Bafoussam qu'il a été fusillé. Allez savoir pourquoi le choix avait été fait stratégiquement à l'époque de le fusiller à Bafoussam, Ernest Ouandi. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, Karine, on va lire quelques messages avec vous. Voici l'hymne national du Cameroun. Le Cameroun est un État sacré, mais avec des dirigeants qui font du sacralisme de l'image. Donald Trump dit l'Amérique d'abord, le monde après. Oui. Donald Trump dit l'Amérique d'abord, le monde après. Un pays sans valeur est un avenir sans lendemain. J'ai mon propre drapeau accroché à l'entrée de ma porte. Comme disait Sankara, la patrie ou la mort. Et le téléspectateur a envoyé une image, une photo de l'hymne national du Cameroun, intitulé « Hymne officiel de l'État sous tutelle du Cameroun », adopté par l'Assemblée législative du Cameroun lors de la séance du vendredi 25 octobre 1957. D'accord. Et c'est l'hymne qu'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Alors il faut dire que Trump est allé plus loin. Veut dire que son slogan de campagne n'est pas la force d'expérience ou quoi que ce soit. Il a dit quand vous souriez, je l'aurais dit. Alors ce qu'il a fait comme slogan de campagne, c'est Make America Great Again. Oui. Make America Great Again. Ça veut dire qu'il a conçu sa campagne pour ça. Il a dit qu'en 4 ans, voilà comment l'Amérique sera. Je ferai que l'Amérique devienne encore grande. Non, enfin dire Make America Great Again. Faire de l'Amérique une grande puissance. Voilà. L'Amérique brille à nouveau. Voilà, c'est ça, non? À nouveau. Oui, C'est une traduction. Again, à nouveau. Encore, oui. Encore, voilà. Donc, vous voyez, et tout ce qu'il fait actuellement rentre justement dans la logique de rendre à l'Amérique ce que lui considère comme étant l'Amérique, la grande Amérique en réalité, la grande Amérique. Karine, on poursuit. Ce sujet est très intéressant. Je pense que cette femme est l'organisatrice de l'acte qui lui a été infligé. Car il est anormal de tomber amoureux de son violeur. Pourquoi ne dites pas, vous, que c'est la femme qui a violé le mari de sa sœur, s'il faudrait prendre l'exemple de Charles Hamel? Ceci ne voudrait pas dire que nous consentons cet acte du viol, car c'est un crime. Ce que disait c'est que c'est vrai, le sexe de la femme... voilà. Habillez-vous bien, car cela diminue le pourcentage de viol au sein de la société, car une fois habillé de façon décente, vous créez des situations irréparables sur vous. Mon grand-père disait toujours que le malheur de quelqu'un vient de lui-même. Daniel Rousse, qui a écrit. Oui, on a fait une séquence tout à l'heure avec Dominique Audrey, et je pense que c'est la réponse à tout ça. C'est court. Chacun a son vécu. D'ailleurs, Charles Hamel, on vous félicite pour votre vécu. Vous avez un vécu fort, et lorsque vous parlez de femme aguicheuse, c'est une certaine force de l'expérience.
dans le bon sens. Concernant- Ouais, suivez-le attentivement, je vous en prie. Concernant la colère du jour, je dirais que la vie passe avant tous ces emblèmes. Allez dire cela aux habitants de nos eaux. La vie passe Et avant. vous aurez des réponses appropriées. Allez dire à quelqu'un qui a terminé ses études depuis 10 ans, trim sur une moto. L'exemple des USA est très mal pris parce que les politiques font le nécessaire dans ces pays pour la population en termes d'emploi, système de santé, retraités et j'en passe. C'est Ulrich Johnson. celui-là. Non, mais ce qu'il dit est ce que Bombok a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que c'est la résultante de ce que nous avons échoué dès la base, dès l'éducation, en réalité. Et, bon, maintenant, en plus de l'éducation, il y a aussi que l'examen doit venir du haut et qu'on ne peut pas admettre que les gens font de la photo du président, ce qu'ils devraient accordent au président, à sa photo, pardon, ce qu'ils auraient fait au drapeau et que ça ne générait personne en réalité. Oui. Un autre message par rapport à l'histoire du jour. Cette fille était bien consentante. Sinon, il y en a plusieurs matières de se défendre pour fuir et autres. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a même séduit ce monsieur. Et pourquoi a-t-elle pris les 500 000? Et facilement, elle accepte ses excuses. Passy de Francis. Oui, tout à fait. Elle aurait pu lui dire, reste avec ton argent, merci, je ne dirai rien. Cette femme a poussé son beau à lui faire cet acte. Elle devrait voir un psychologue. Elle est vraiment malade. Kabidani. Cette fille ne dit pas la vérité. Je pense plutôt qu'elle a séduit son beau-frère et ce dernier ne sachant pas que ce dernier allait garder sa queue dans son pantalon, a essayé. Question de voir ce que ça va donner. Et bingo, à ton âge, sans armes, ton beau-frère te viole et tu ne cries pas. Non, mais qu'elle arrête un peu. C'est Josie Raïs Angassa. D'accord. Alors, je voudrais juste me surprendre de ce qu'aucune femme n'a écrit pour nous dire que, voilà, elles sont d'accord avec ce qu'a dit M. Mbachou ce matin sur le fait que lorsque vous êtes chez vous et que vous avez une belle sœur qui arrive, elle doit se couvrir, elle doit ne pas s'amuser. À entrer dans les domaines de souveraineté dans vos domaines de souveraineté tels que vous faites la cuisine, tout ça, avec se mettre à table avec votre mari. Je me donne juste que les femmes n'aient pas dit ça, alors que c'est ce qu'elles appliquent au quotidien. Beaucoup en tout cas appliquent ça au quotidien. C'est un secret. Voilà, applique ça au quotidien. On va s'arrêter là pour ces messages. Madame, monsieur, continuez à nous écrire sur la page Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith sur les sujets que nous allons débattre ce matin. Et la suite, c'est la revue des réseaux sociaux. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle de Rebecca Enonchon qui a raconté son passage à l'aéroport international de Douala hier. À la sortie des bagages, un homme en civil m'a stoppé, s'identifiant comme de la sécurité et m'a demandé mon passeport. Je lui ai donné. Il a lu mon nom et m'a demandé mon ethnie. Choqué par la question, je lui demande si c'est officiel ou s'il demande par curiosité. Il dit que c'est officiel. Je refuse de répondre. Il m'interpelle et m'emmène dans un bureau. Je refuse toujours de répondre et je demande en quoi mon ethnie affecte la sécurité du Cameroun. Je refuse, du Cameroun. Il répond que c'est une question standard et que c'est important pour le renseignement. J'ai toujours refusé de répondre. Il m'a laissé partir. Je me pose toujours la question de savoir en quoi mon ethnie est importante. J'ai des amis anglophones qui ont été renvoyés du territoire à cause de leur nom. C'est effrayant. Pour être clair, le monsieur a été courtois et personnellement, je n'avais pas peur. Je connais beaucoup de policiers à l'aéroport et je me suis dit que si on me gardait, l'un d'entre eux allait réagir. Et de toute façon, est-ce qu'il existe un délit de mauvaise ethnie? C'est la question qu'elle pose. Est-ce que ce sera le prochain scandale au Cameroun dans les semaines à venir? Je rappelle que les voix commencent à se lever pour condamner justement ce qui se passe à l'aéroport, aux aéroports internationaux du Cameroun, autant à Douala qu'à Yaoundé-Simalène. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cas-ci vient mettre en lumière ce que beaucoup avaient déjà relevé et que nous semblions indifférents à la sincérité de ce qu'il nous disait. Parce que souvenez-vous, vous aviez des Camerounais qui vivent en Allemagne, par exemple, qui avaient signalé qu'ils subissaient des interrogatoires monstres
quand ils arrivaient au Cameroun. D'ailleurs, il y en a qui ont expliqué que ceux qui viennent de l'Allemagne, plus particulièrement, sont ceux-là qui subissent beaucoup de choses. D'ailleurs, on a reçu des coups de fil dans les dernières semaines de Camerounais qui vivent en Suisse, en Allemagne, en France, et même aux États-Unis, qui craignent même arriver au Cameroun parce qu'ils ne savent pas quelles sont leurs réserves réservées. Parce que, vous savez, lorsque vous arrivez, on vous considère tous comme des gens de la brigade anti-sardinard. Et donc, cela fait en sorte que justement, les gens craignent. Si vous avez une fois posté sur votre Facebook une photo un peu tendancieuse, vous craignez que cela puisse avoir des représailles sur vous. On pose la question pour comprendre pourquoi il y a ça. Parce qu'il faut juste se rappeler que la France, par exemple, est un pays où, prenez un pays comme les États-Unis ou un pays comme l'Allemagne, et qu'un Allemand arrive dans son pays et qu'on lui demande, par exemple, d'où il vient, tout ça, interrogez-vous un peu sur ce que ça peut donner pour un pays comme l'Allemagne, et que le Cameroun se mette dans une logique où on demande quelle est votre ethnie. Ça veut dire quoi? Votre ethnie, ça sert à quoi les renseignements? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Alors, bon, Bengan, comment vous lisez ce nouveau scandale à venir? Du moins, c'est nouveau, précisément parce que la police l'avait laissé à un moment donné, mais ce n'est pas nouveau. Les gens de ma génération et celle d'avant, lorsque vous lisez nos actes de naissance, il est bien écrit quelque part ethnie et religion. Donc, que vous soyez comme moi, vous êtes né à Kaïlé, vous êtes du Sud Cameroun, on va répertorier votre ethnie et votre religion. Même un Mundang qui est né à Songbengue, il va dans l'arrondissement de Massok-Sonloulou, on va bien porter, moi à notre époque, on portait bien qu'il était Mundang et qu'il était de religion protestante, musulmane ou tout ça. C'était courant. Et c'est d'ailleurs, et comme l'a dit le policier, c'est d'ailleurs ce qui a encadré la police politique. Le premier nom de la police politique au Cameroun s'appelait Service de la documentation. SEDOC. Après, on a monté en grade, puisque là-bas en police, on monte en grade. C'est devenu Direction de la documentation, DIRDOC. Après, c'est devenu Centre national de la recherche extérieure, CNR, qui est aujourd'hui DGRE, Direction de tout ce que vous voulez. Même lorsque la délégation générale à la sécurité nationale est devenue à un moment donné le secrétariat d'État à la sécurité intérieure, précisément parce qu'ils se disaient qu'il faudrait, comme ils ont le délégué général à rang et prérogative des ministres, il fallait qu'il siège au conseil des ministres. On a créé un secrétariat d'État avec, je pense, Denis Ekani à l'époque. Après, on est revenu à l'ancienne appellation. Donc, ce n'est pas, j'allais dire, on avait abandonné un peu cette position-là. Et ça servait de répression. Et c'est d'ailleurs ce contrôle, j'allais dire, que les Camerounais ont subi dans les années 67 et 68, d'abord 66, 67 et 68, qui a abouti à cette loi scélérate qui existe encore sur la double nationalité aujourd'hui. Et je vous rappelle que le syndicat des étudiants camerounais créé en France, qu'on appelle UNEC, l'Union des étudiants camerounais, qui commençait avec C et que Joseph Sack a transformé en K, le C en K en 58, était là. Ce syndicat avait dit à l'époque, comme il n'y avait pas de télévision, d'Internet, que beaucoup de leurs membres disparaissaient au tunnel de l'aéroport. Ça veut dire que quand ils venaient, effectivement, parce que vous étiez fiché, le service de la documentation savait que bon, Bengan, il est là, peut-être il a des tendances telles, il fait des meetings, il participe avec l'actuel président de Guinée, qui était Alpha Condé, qui avait remplacé Hossein Dafana à la tête de la FENAF, Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Donc, on vous étiez étiqueté. Et quand vous ne le saviez pas, peut-être vous avez participé à une manif où Mongo Betty, son livre est interdit, vous vouliez que la France, vous ne savez pas que vous étiez fiché, vous venez en congé, vous disparaissez. En France, vos étudiants, vos camarades ne vous voient plus. Ici au Cameroun, bon. Quand vous dites disparaissez, ça veut dire qu'on vous a tué. En fait, ils ont disparu, je ne sais pas, mais il y en a. Ils se plaignaient comme ça. Ils se plaignaient qu'il y en a qui ont disparu. Mais comme dans votre justice que je n'aime pas,
vous dites, puisque vous n'avez pas les preuves que Mbambo a disparu. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que en quittant en France, il a pris vol quelque part et il n'y avait pas, bon, Interpol aussi n'aidait pas beaucoup. Donc, en fait, ça revient beaucoup en surface aujourd'hui, ce que je condamne d'ailleurs, précisément parce que pendant tout ce temps où les gens comme le Moukoko Priso, qui était l'un des présidents de l'UNEC, je pense dans les années 76-66 et même jusqu'en 71, à l'époque où militaient les Bupunboum, c'était la Légion Ngango, c'était leur promotion, les générations là. Issa Tiroma était encore derrière. Donc, ils étaient là et Jean-Jacques Kind avait été enlevé comme ça. Précisément comme premier vice-président de l'UNEC, heureusement que son papa, médecin connu, et président de Léopard Football Club, bon, il a eu la vie sauve parce que son papa était connu et tout. Donc, il y a ces incongruités. Ça revient en surface parce que quand ça vient, Moukoko sort un livre. Il s'appelle Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun, comme il avait un nom de code de Lingambouinga. Mais au lieu qu'on prenne ce problème de tribalisme comme un problème national, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les emblèmes, pour dire que les royaumes ont précédé la République. La France nous a embobinés comme ça dans une indépendance factice. Mais que représentent les nationalités au sein de la République? Quand vous dites, on disait bien le pays Bamoun. Mais quand le pays Bamoun, un Bamoun qui doit se sentir camerounais d'abord, avant de devenir Bamoun après, il n'y a pas eu d'éducation, il n'y a pas eu de préparation à cela. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Et quand on ne veut pas, on pense que oui, si on prend deux Bamoun, on prend deux Bamleke, deux Bassa, on vous met là, vous dit, ah oui, mais tout le monde est représenté. Alors qu'il y a un problème qui n'est pas au départ un problème d'ordre tribal. Hein. N'est pas, mais c'est que chacun est fier. Et c'est cette fierté de la nationalité qu'on devait apporter sur le plan national. Et c'est cette transition-là qui n'est pas faite. Et c'est ce que les gens voudraient aujourd'hui, qu'avant de se sentir Bamoun, vous êtes d'abord Camerounais. C'est-à-dire que même si nos actes de naissance portaient ça, Bamoun, Bassan, Mundang, Bamleke et tout, vous êtes Camerounais. Et que ça, vous avez d'abord cette image nationale. Malheureusement, on nous revient dans des incongruités, des conneries pareilles, où aujourd'hui, où nos enfants sont aux États-Unis, ils rivalisent, ils sont fiers et contents qu'ils sont Camerounais et qu'ils sont en train de battre les Coréens dans toutes les universités du monde. Quand ils viennent en Massachusetts Institute of Technology, il y a des Coréens, il y a des Canadiens, des Américains, ils les tapent là-bas. Au lieu de venir ici en disant qu'on a de nos enfants qui sont en train d'émerger, c'est quand même on va dire, mais tu es d'où même là? Mais ça, vous savez, c'est réducteur et on ne devait plus en être à des incongruités. Alors, moi, Chalamel, je vous pose la question vraiment, hein, parce qu'après, il faut qu'on se comprenne très bien. Quand on vous demande quelle est votre ethnie à l'aéroport avant votre embarquement, qu'est-ce qu'on recherche? Bien, avant peut-être de répondre à votre question, il faut dire que il y a des noms parfois que lorsque vous entendez, vous avez bien envie de savoir d'où ça vient. Vous avez des noms. C'est-à-dire, vous pouvez discuter avec quelqu'un, il vous donne un nom, vous dites, je sais que tel nom vient de telle région, tel nom vient de telle région, mais votre nom là, c'est où? Avec la question, il y a le ton. Il y a le ton. Ça peut être un ton menaçant, ça peut juste être un ton histoire de savoir, de curiosité. Parce que, est-ce que c'est pas elle qui a peut-être mal interprété le fait qu'on lui ait posé? Parce que vous savez, quand un pays est en tension, quand la société est sous tension, tout le monde est sous tension, on a bien peur, on interprète parfois mal le regard de l'autre, des interrogations de l'autre, des inquiétudes de l'autre. Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de poser la question. Parfois, lorsque je suis en train dans un de mes déplacements, je suis des gens qui causent. Si je ne repère pas la langue, je m'arrête, je dis, attends, c'est quelle langue? La personne me dit, c'est le Tchamba, par exemple. Vous savez qu'il y a une langue qu'on appelle le Tchamba au Cameroun. Il y a une langue, oui, on appelle le Tchamba. Vous devez vous asseoir pour écouter comment est-ce qu'on cause. Parce que dans cette circonscription, vous allez écouter beaucoup de choses. Ça vient, vous allez écouter le Abo, le Kanté, le Ngalma. Vous allez écouter, mais au fond,
quand vous écoutez une langue qui sonne autrement, vous aurez envie de vous arrêter. Donc j'estime qu'on s'est retrouvé dans cette configuration. Plusieurs fois, nous avons été à l'aéroport. Moi, j'étais plusieurs fois, M. Lifopoussi, ou parfois, lorsque vous allez, il y a quelqu'un encore qui vous interpelle. Plusieurs fois, ça a toujours été comme ça. Et surtout ces derniers temps, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on vous a mal contrôlé, on vous a mal, monsieur, il faut vous contrôler vos documents, on vous rappelle encore, disant, présentez-vous, je suis de la sécurité, vous devez vous présenter, il recrute, parce que vous savez, il y a trop de bisbilles qui se passent aussi à l'aéroport. Est-ce que c'est ça, dans ce contexte qu'on s'est retrouvé? Si véritablement c'est dans le sens où on voulait absolument savoir d'où elle venait, alors je pense que là, nous sommes encore en train de frôler du pire. Ça nous rappelle la période où il fallait avoir des laissés-passer pour quitter le Consamba pour rentrer à Douala. Non, mais la question qu'on se pose, ça veut dire qu'après, ce qu'elle dit dans son tweet est quand même assez grave, puisque elle subit ça. Elle s'appelle Rebecca Enonchon, c'est pas n'importe qui au Cameroun, même si beaucoup ne la connaissent pas lorsqu'on parle d'elle, mais elle a figuré dans plusieurs classements Forbes parmi les personnalités les plus influentes de l'Afrique et même du monde. C'est une femme qui, depuis tellement d'années, est une chef d'entreprise. Elle a ce qu'on appelle Active Pace, c'est un incubateur qui réunit des startups au Cameroun. Donc, c'est une femme qui est très connue dans le milieu. D'ailleurs, il faut rappeler que quand vous voyez les gens avec qui elle parle, c'est des chefs d'État. Tout récemment, sur la question du franc CFA, elle était à un débat sur la question du franc CFA avec des anciens chefs d'État au rang desquels vous aviez les Boni Yayi, vous aviez les Nicéphore Soglo. Vous voyez, donc elle est régulièrement dans... Quand on voit une perle comme ça, Rebecca Enonchon, et qu'on lui fait subir une telle humiliation. Non, c'est normal. D'abord, le nom Enonchon, pour ceux qui sont à la police, dans les renseignements, Enonchon, dans l'histoire du Cameroun, signifie quelque chose, notamment dans la réunification du Cameroun. Peut-être que le renseignement voulait savoir s'il y a un lien avec ces Enonchons-là, bon, parce que peut-être beaucoup de gens sont habitués à entendre Ndele, Mouna et tout, mais il y a des gens comme Enonchon. Peut-être c'est par rapport à cela. Ce n'est pas la première fois qu'elle voyage. Oui, j'ai dit oui. Mais dans de deux, il y a une crise dans le nord et sur le sud-ouest. Il faut, pour je vais dire pour les renseignements, en temps normal, on peut appeler ça enquête de routine. C'est pas mauvais. Ça sert à quoi? Mais ça sert à voir que Monsieur Enonchon, c'est peut-être sa fille, sa petite fille, ou bien bon, il est seulement lié. C'est normal que la police d'un pays ait des fichiers de citoyens. C'est pour ça que moi, par exemple, je m'offusque que notre identité est confiée à Thales ou à Tissa. Ce n'est pas normal. La police doit savoir que, dans les archives, doit savoir que le Cameroun a 1 million d'ingénieurs. Parmi les millions d'ingénieurs, il y en a 500 qui sont dans l'informatique, il y en a 400 qui sont dans les travaux publics, il y en a 800 qui sont, je ne sais pas, dans les télécoms. La police doit avoir ça. Il faut interroger, et ça, il faut interroger tous les citoyens. Non, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qui parle de l'identité. Nous sommes d'accord. Je dis c'est ça. Maintenant, il y a ce qu'on condamne derrière. C'est que quand la France oblige notre état civil à s'orienter vers cela, c'est que la France a déjà étiqueté les nationalités camerounaises qu'on appelle par malencontreusement ethnie. Donc on a déjà étiqueté. On voudrait que les États qui accèdent à l'indépendance aient les étiquettes. On commence à dire méfiez-vous d'eux, méfiez-vous d'eux, méfiez-vous d'eux. Sinon ça ne vaut plus la peine. Comment vous pouvez avoir aujourd'hui, par exemple les Yoruba, on dit que c'est une tribu, alors qu'il y a une nation qu'on appelle la Slovénie. D'accord. Bon, on va revenir sur ce débat-là. Karine, juste peut-être nous dire qui est Rebecca Enonchon. Hein, alors, voilà. On va dire que Rebecca Enonchon, c'est une personne très connue dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans le numérique. Elle est entrepreneure, fondatrice et directrice de Appstech en 1999. Elle est très connue dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la technologie en Afrique, lauréate de divers prix auprès des organisations comme le Forum économique mondial. Elle a été classée par le magazine Forbes parmi les 10 femmes tech
fondateur a observé durant l'année 2014. En 2002, notamment, le Forum économique mondial de Davos en Suisse la nomme Global Leader for Tomorrow en 2013. Elle est finaliste pour le African Digital Woman Award. En mars 2014, Forbes la classe parmi les 10 femmes tech fondateurs à suivre en Afrique et elle contribue à la promotion des startups au Cameroun en créant Active Space, une pépinière pour la nouvelle technologie basée dans la Silicon Mountain. Fondatrice et présidente de l'Africa Technology Forum, elle est membre du conseil d'administration de la fondation Salesforce.com. Elle a été régulièrement invitée au forum Davos en Suisse. En Suisse, oui. Économique. Donc, alors moi, la question que je pense que ce qu'elle raconte, c'est que pour finir, elle n'a pas dit d'où elle venait. Et on l'a laissé. Et on l'a laissé. Et elle apprécie l'attitude du policier, de l'agent de renseignement. Mais, sauf qu'elle signale qu'il y a d'autres anglophones qui n'ont pas eu la chance. C'est pour ça que je voulais parler le nom de Kindi tout à l'heure. Oui. Est-ce que Jean-Jacques Kindi, il peut vous dire si c'est vrai que certains de leurs camarades ont disparu comme ça? Et je vous dis que lui-même, il a eu la vie sauve parce que son papa était très connu et parce qu'il l'attendait. Donc, je ne sais pas, il peut vous donner le nom. Donc, en réalité, vous pouvez être étiqueté comme ça et après, vous empruntez des voies inconnues. Et après, on dit, il n'est jamais arrivé au Cameroun, il est parti il a pris l'avion à Londres, escale à Nairobi, il est arrivé, bon, on ne sait jamais, il n'a plus jamais été retrouvé. Donc, c'est méchant, c'est mauvais, c'est condamnable. C'est condamnable. Mais si ça se limite autour de la police, il faudrait bien que la police sache, c'est normal. Le service de renseignement sache que, tel médecin, il est vivant en Allemagne depuis tant, il est venu. On peut même poursuivre en disant, si on vous détecte, c'est vous qui êtes installé à Munich, parce que la police doit savoir. Comment ça vous dites oui, mais vous allez... Voilà, effectivement, on veut dire non, je suis venu, quand je vous veux faites m'installer. une interrogatoire pour ça. Vous appelez ça interrogatoire parce que nous avons hérité de l'administration française de la répression. Mais ce n'est pas mauvais également, parce que ça peut aussi être bien. Quelquefois, on vous vous arrivez dans votre pays. Le président de la République peut vous appeler et vous donner un certain nombre. Comme ça, c'est ce que nous souhaitons. Que pour nos enfants qui sont à l'extérieur, qui ont des têtes couronnées comme celle-ci, pourquoi la police ne peut pas aider le gouvernement, par exemple, le ministre de l'enseignement supérieur, comment on l'appelle, les recherches scientifiques et d'innovation, a dit qu'on lui confie, on dit Madame Madeleine Tuente, et notre sœur qui est ici, elle est, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas la recevoir? Voilà en principe les pays normaux, comment fonctionnent. Est-ce que pour avoir ce type d'information, on doit forcément passer par l'aéroport? Non, on peut les avoir n'importe où. Oui, voilà. Même parce dans l'avion, il y a quand même un peu de barbarie. Il y a quand même un peu de barbarie dans tout ça. Bon, vous pouvez pas. Elle a apprécié l'attitude des policiers. Elle a apprécié l'attitude des autres policiers. Mais elle n'oublie pas qu'on est dans un environnement où ça pouvait aussi tourner au vinaigre. Mais non. Alors, son cas n'est que un parmi des milliers, parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, qui subissent ce qu'on appelle une vraie traque. D'ailleurs, ils le disent et ils s'en plaignent. Il y a beaucoup de gens qui craignent venir au Cameroun. Il y en a qui sont interdits d'entrer au Cameroun, qui ne veulent plus. Mais qui ne le savent pas. Non, il y en a qui ne veulent même plus revenir. Oui, absolument. Il y en a qui disent que tant qu'on est comme ça, et tant que le régime, ils ne viendront plus. Et ils ne mettront plus pied au Cameroun parce qu'ils ne savent pas ce qui leur sera réservé. Parce que on peut, pour un oui ou pour un non, vous coller une infraction. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous la colle cette infraction-là. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, on est dans le règne de nombreux abus. Est-ce qu'on est en train de voir ce qui se passe dans la diaspora et ce groupuscule d'activistes de cette diaspora-là et qu'on est en train de coller ça à certaines ethnies? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on pose le débat et qu'on pose la question, Dominique Audrey. Tout à fait, monsieur Fopoussi. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. Je ne vais pas dire quelle est l'ethnie qu'on cherche à travers ça, parce qu'on va certainement me gronder, mais tout le monde sait que c'est visé. C'est par rapport à une ethnie précise que tout ça est fait. Si on voulait contacter Madame Mélenchon par rapport à son palmarès, parce qu'au Cameroun, elle n'est rien à côté de ce qu'elle est aux États-Unis, ou bien, je veux dire qu'en Afrique, elle n'est rien à côté de ce qu'elle est en dehors de l'Afrique, on ne lui aurait pas demandé
c'est quoi votre village, parce que ça n'a pas d'importance. On lui aurait dit, vous avez telle connexion, rencontrez notre ministre tout simplement. La question de l'ethnie, moi, ça me froisse. Ça te dérange, vraiment. Donc, c'est bien qu'elle n'ait pas répondu. Parce qu'en même temps, Madame Mélenchon, il suffit de taper sur Wikipédia pour savoir qui elle est. Hein, c'est vrai, chacun va marcher avec son avocat désormais. Non, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Pourquoi est-ce qu'on lui pose ce genre de questions? Vous pensez vraiment faire 1 heure d'interrogatoire sans avocat? Parce que après, parce qu'il faut quand même qu'on s'entende. Hein? Veut dire 1 heure d'interrogatoire sans avocat pour un citoyen, c'est vraiment, veut dire que c'est des risques que vous prenez. Hein? Veut dire que pour ceux qui ne savent pas, qui doivent avoir un avocat, parce qu'on a peu de Camerounais ont la culture de ça. Peu de Camerounais savent que lorsqu'on vous interpelle, vous devez être accompagné. Et la dame précise qu'on lui a dit que la question est officielle. Donc, désormais au Cameroun, lorsque vous allez à l'aéroport, vous devez dire quelle est votre ethnie. C'est ça, non? Si c'est officiel. Il a dit que c'est officiel la question de l'ethnie. Ça veut dire que désormais, lorsque vous allez... Mais est-ce que... Qui dit aux gens que si j'arrive, je vous dis que je suis de telle ethnie? Vous vérifiez ça comment? J'ai pas envie de dire que c'est stupide, mais attendez un peu. Vous l'avez quand même dit. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que je n'avais pas envie de dire ça. Vous l'avez quand même dit, oui. Rien ne prouve que vous savez que beaucoup de gens disent qu'Oyengalek c'est un nom Bassa. Oui, par alors exemple. Que ça ne l'est pas. Oui. Donc je peux vous dire Oyengalek, ça veut dire que je suis Bassa. Vous n'avez pas la possibilité de le prouver. Je veux dire de vérifier. Oui, et après que ça l'est. Et après c'est aussi stupide. Quelqu'un peut même avoir un nom à consonance de l'Ouest et être du Nord. Oui. Attendez. Vous gérez ça comment? On va le citer. Il y a un magistrat qui s'appelle Slick. Oui, Gilbert Schlick. Voilà, il est bon, nous on a des Camerounais qui s'appellent Fuller. Voilà, comme Zachary Pérévet par exemple, il a pas un nom. J'ai dit Fuller. Il y a des très européens. Voilà. Les missionnaires sont arrivés ici, on les appelait les Fuller. Il y en a qui ont donné leur nom à Fuller. Bon, quand un Camerounais s'appelle Fuller Michel. Fuller Smith, vous allez, vous l'avez assimilé. Non, voilà. C'est incongru, c'est une aberration. On ne devrait plus être à ce niveau de demander l'ethnie de quelqu'un. Mais même Mongo Betty, quand il rentrait en février 91 pour la première fois qu'il arrive ici, on est allé jusqu'à lui dire vous allez habiter où? Ok. Alors, oui, donc Mongo Betty est connu, Alexandre, c'est bien vous Mongo Betty, c'était encore vous les apôtres. C'était tellement ridicule à l'aéroport au point où, comme lui c'était l'écriture, le lendemain il a sorti un pamphlet qu'on a même publié sous forme d'opuscule. Cahier d'un retour au pays natal, donc pour paraphraser un peu Aimé Césaire. Donc il a dit tout c'est conduit. Ah oui, il dit, parce que naïvement, comme il croyait à la police, il savait bien, il dit je vais habiter chez le professeur Com. Quelle relation avez-vous avec le professeur Ambroise Com? Quelle avez-vous? C'est Sera Douala Yaoundé. Mais attendez, c'est des conneries. Vous voulez suivre Mongo Betty, qui s'appelle Alexandre Biyida, voilà, il fallait le suivre normalement. Ah, monsieur Mongo Betty, bonjour, voilà. Comme il vous a répondu que j'essaierai sur le professeur Ambroise Com, d'accord. Dans vos radios de commandement, et dans des pays sérieux, un nom pareil, on l'encadre, on évite même des agressions. Mais ici, c'était pour la répression, malheureusement. Est-ce qu'au final, on n'est pas en train de courir un risque de déflagration du pays? Parce que à un moment donné, on commence à faire ça lorsque le leader d'un parti qui dérange est d'une ethnie, ou lorsqu'il y a une contestation qui vient d'une partie du pays. J'ai le sentiment que c'est plus du harcèlement moral qu'on fait aux gens qu'une réelle envie de renseignement. Parce que je veux dire, si on veut savoir d'où je viens, je pense pas que c'est à moi qu'on demanderait. Il y a plusieurs moyens. Et en plus, ils ont votre passeport. Oui. Ils filment là-bas, ils peuvent de manière... Ils ont les écoutes téléphoniques, ils peuvent savoir avec qui je parle, qui sont mes parents, avec qui évidemment donné quand même. J'ai le sentiment que c'est un harcèlement, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui explique, il vit en Allemagne, il explique qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a dit que, bon, je ne veux pas citer l'ethnie, mais on a dit que vous, de l'Allemagne là, on va vous traquer. Vous voyez, vous imaginez, j'ai pas le sentiment qu'on va vraiment les traquer, mais la vérité c'est qu'il y a un harcèlement. Il faut qu'il culpabilise
de quelque chose. Vous devez culpabiliser d'être d'une ethnie qui est considérée être une ethnie qui est frondeuse et dérangeuse. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fouille au fond, on se demande bien en quoi l'ethnie est importante pour les renseignements, je veux dire pour savoir. Ça fait partie des renseignements français, que ce soit les Roland Pré, les pièces Mermer, tout ce qui sont arrivés, c'était ça. Et je vous dis, peut-être en Mondovision vous le diront, quand Roland Pré commence à faire des notes, des bulletins, ce qu'on appelle les câbles diplomatiques, quand il dit les Bassas sont dangereux, il faudrait les diviser. On a divisé la Sandaga maritime en deux, la Sandaga maritime en un, et donc vous avez raison de vous inquiéter. Donc en réalité, nous évoluons encore dans ces étiquettes-là. Malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez trouver un nom alors qu'il est Mundang, alors qu'il est Bamileke, or il s'appelle Vous allez trouver un Jomacho alors qu'il est Bassa. Dans le nord-ouest. Donc, vous allez avec les mariages interethniques, avec et tout. Un Kamga n'est plus seulement Bamileke. Il peut être Betty. Ou Boulou. Malheureusement. Oui, donc voilà où on en est. En tout cas, ce commencement de scandale, on va suivre ça dans les semaines à venir parce que de nombreux Camerounais continuent à se plaindre de ce harcèlement moral à nos aéroports. Je rappelle que dans un pays comme la France, il a fallu qu'ils prennent une loi sur les renseignements pour essayer de garantir la vie privée des citoyens camerounais parce que c'est toujours aussi un vrai équilibre à maintenir entre jusqu'où le renseignement peut aller et jusqu'où on protège la vie privée des citoyens. C'est pour cette raison donc on est en train de bâillonner la société civile. C'est la société civile qui peut donc nous aider, citoyens camerounais, à un bon épanouissement. C'est-à-dire à mener le gouvernement à limiter les écarts. Tout à fait. En tout cas, vous savez ce qu'a fait les Big Brothers avec le débat autour des écoutes téléphoniques, des écoutes et des murs ont les oreilles en Europe, aux États-Unis, où les citoyens se sentaient un tout petit peu comprimés par les Big Brothers qui justement étaient là pour tout écouter et tout transcrire de ce que faisaient les uns et les autres. Donc, il faut bien pouvoir maintenir cet équilibre entre la vie privée et les renseignements pour la sécurité du pays. Voilà, monsieur, on va s'arrêter là pour cette rubrique. La revue des réseaux sociaux. Merci à vous, Karine Sontia. On va simplement avec vous retrouver le plateau B avec Constilamine qui nous a rejoint et qui est bien en place ce lundi matin, madame, monsieur, avec le concept Salaka. C'est un concept de vente à la télévision. Et Constilamine, encore ce matin, nous retrouve. Constilamine, c'est un début de semaine, hein, c'est vraiment, on va dire, très animé ce matin. Et on vous dit bonjour et bon début de semaine. Oui, bonjour Eric. Bon début de semaine à tous les clients du concept Salaka. Bon début de semaine à toutes les entreprises qui font confiance au concept Salaka. Tu l'as si bien dit, le concept Salaka est un concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Parlons bien sûr de vente et c'est l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de ces commerçants, de ces chefs d'entreprise, de ces opérateurs économiques qui ont du mal à se faire connaître, qui ont du mal à atteindre les objectifs, alors que le concept Salaka est là pour accompagner tous ceux-là qui veulent faire connaître leurs marchandises. La preuve en est, vous voyez de plus en plus que les entreprises nous font confiance, vous voyez de plus en plus que les partenaires étrangers font confiance au concept Salaka. Alors pourquoi pas vous qui me regardez en ce moment, vous êtes commerçant, vous êtes opérateur économique, vous êtes homme d'affaires, quelle que soit votre activité, contactez le concept Salaka, venez au magasin Milan Tapi et entrez en contact avec Constilamine et ensemble, nous allons développer votre activité parce que le concept Salaka, il faut le rappeler, c'est le commercial à grande échelle. Alors, nous allons tout de suite, pour ce qui est de cette début de semaine, parler encore des correcteurs de posture tout en annonçant à tous nos téléspectateurs que nous avons reçu un important arrivage ce lundi matin. Donc, toutes les tailles sont disponibles du côté du magasin un tapis, un important arrivage, question de satisfaire tous ceux-là qui ont des problèmes au niveau du dos, de satisfaire tous ceux-là qui ont des douleurs au niveau du cou, de satisfaire tous ceux-là qui ont des douleurs au niveau des épaules et bien entendu de satisfaire également ceux-là qui veulent bien sûr une véritable prévention contre le mal de dos. Alors je vous rappelle que la solution, c'est bel et bien le correcteur de posture. Oui, le correcteur de posture
comme son nom l'indique, est un accessoire qui se porte comme une jaquette, est un accessoire qui se porte comme un sac au dos, est un accessoire qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Pour ceux qui n'en ont pas encore, je vous conseille le correcteur de posture. Oui, il permet également de favoriser une très bonne circulation du sang. Voilà quelques avantages liés, bien entendu, au port du correcteur de posture, qui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, est d'origine américaine. Oui, c'est un produit 100% américain, c'est un produit étudié pendant de longues années, c'est un produit qui se vend, bien sûr, du côté des États-Unis, du côté de la France, du côté du Canada, dans tout le monde entier. Vous avez le correcteur de posture, et grâce au concept Salaka, ça fait exactement 1 mois, 1 semaine que nous le vendons au Cameroun, et de plus en plus, ils sont tellement nombreux qui ont retrouvé le sourire. Ah, voilà donc, bien entendu, quelques avantages liés au correcteur de posture. Alors, comment l'utiliser? Comment le porter? Il faut le porter 3 à 4 fois par jour pour une durée de 30 à 40 minutes. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire son sport avec le correcteur de posture. On peut marcher avec le correcteur de posture. On peut s'asseoir derrière son volant avec le correcteur de posture. Oui, c'est un correcteur de posture disponible en 2 couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire. Il se lave facilement. Bien entendu, il est moins encombrant, il est également très très élégant sur vous. Alors parlons du prix. Le prix du correcteur de posture pour ce qui est du Cameroun est de 10 000 francs. Votre correcteur de posture neuf dans son emballage avec garantie. Je dis bien 10 000 pour un correcteur de posture. Et comment l'avoir? C'est au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, en plein cœur de Douala. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, ceux qui sont hors de la ville de Douala, appelez directement le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Appelez ce numéro de téléphone, passez votre commande, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, le concept Salaka se chargera de vous livrer votre correcteur de posture. Je rappelle que le prix est de 10 000 francs pour le correcteur de posture. C'est important, il faut l'avoir. Les taximens, les travailleurs, les bureaucrates, chacun devrait l'avoir. Plus besoin de dire que j'ai mal au dos. Plus besoin de dire que mon cou me fait mal. J'ai mal aux épaules. Voici la solution. Et la solution, c'est bel et bien le correcteur de posture. Any man must get this thing. Then they call him say correcteur de posture. Il go make say, you know go get again douleur for dos. You know go get again douleur for cou. Donc any man must buy correcteur de posture. Na il dit so, na il dit 10,000 francs. Merci. Consilamine, merci infiniment. Madame, Monsieur, la suite de votre émission 10-12, le Zénith de ce lundi matin avec interpellation. La discipline. Parce qu'un pays qui n'est pas discipliné, un pays qui n'est pas ordonné est un pays en dérive, en voie de perdition. Parce que si les citoyens ne sont pas disciplinés, il y a les détournements. Chacun va se servir comme il le peut. Donc il faut que les gens soient disciplinés, que ce soit même dans la rue, dans les maisons, dans les écoles. Il faut que les gens soient disciplinés. Parce que la discipline est une très très bonne chose. Parce que même dans votre propre cuisine, s'il n'y a pas de discipline, vous n'allez pas avoir de bons mets, un bon repas, un bon plat. Donc tout ce qu'on fait, il faut toujours associer la discipline. Quelqu'un disait, Césaire disait, battre un nègre, c'est le nourrir. Battre un enfant, c'est un homme qu'on gagne. Donc il faut toujours la discipline. Il faut la discipline. S'il n'y a pas de discipline, il y aura les détournements, il y aura l'incivisme dans les routes, il y aura, et ça devient un foutou, une tambouille indigeste. Ce qu'a dit le compatriote, d'ailleurs, ça me faisait penser à cette discipline que nous appelons de tous nos voeux en ce qui concerne les détournements de fonds publics au Cameroun. D'ailleurs, on se rappelle de la canne foireuse ratée
de 2019. Et lorsqu'on met en perspective l'arrivée au Cameroun aujourd'hui et la visite de 3 jours au Cameroun du président de la CAF, Ahmad Ahmad, on a bien envie d'attendre de voir ce qui va sortir de cette visite et de voir à quel niveau le Cameroun est avec la préparation des compétitions du CHAN 2020 et la CAN 2021 que nous sommes censés, permettez-moi d'utiliser un terme beaucoup plus nuancé, qu'on est censé organiser. Alors, Boro Bengan, commentaire sur la discipline. Oui, la discipline, c'est un terme, pour utiliser votre expression aujourd'hui consacrée, c'est une unité de valeurs qu'on peut retrouver dans le module qu'on appelle travail. En fait, si on nous avait instruit et éduqué sur notre devise et le contenu de ce qu'on appelle travail, on aurait eu là-dedans le terme discipline et on aurait su à quoi sert la discipline. Parce que comme on ne vous dit pas, on vous dit, ah oui, il faut être discipliné. Il y a même un mot que j'entends souvent là, a dit, comporte-toi. Quand tu dis comporte-toi, ça veut dire quoi? Vous voyez, donc c'est devenu n'importe quoi. Donc discipline est dans le travail. Et quand on vous montre pas dans la lutte contre l'impunité. Non, c'est là-dedans. Justement, quand on dit non, lutte contre l'impunité se trouve dans la patrie. Le respect de la patrie. Oui. C'est là où on verra un certain nombre de choses. Parce que la patrie, on vous a dit, c'est un territoire, un peuple, un gouvernement. Donc c'est là où on va vous donner ces notions. Mais la notion de travail, c'est la discipline. Par exemple, vous n'aurez pas eu des centres BGFT qui prennent feu. Puisque le travail fait en sorte qu'on sait que tous les 2 ans, on doit renouveler telle cellule. On doit faire ci, on doit faire ça. Il parlait tout à l'heure de drapeau. Comment un drapeau peut être effiloché devant un commissariat? C'est pas normal. Donc ça entre dans la discipline qui veut dire c'est le travail. Donc oui. C'est un terme qui est contenu dans ce vocable-là. En tout cas, il y a un curieux et un paradoxal laissé aller dans ce pays sur certains sujets précis, hein, oui. Pas sur d'autres. On va, madame, monsieur, tout de suite basculer au plateau B avec une fois de plus le concept de vente Salaka avec Constilamine. Il nous parle du Vombio Oméga 3. Consti, c'est bien cela? Bien entendu, Eric, hein, c'est bel et bien le Vombio Oméga 3. Oui, c'est bel et bien le Vombio Oméga 3 qui est commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Il faut le rappeler que le concept Salaka a été contacté par les Américains. Oui, les Américains qui suivent régulièrement cette émission. Il y a de cela, bien sûr, quelques années. Ils ont jeté leur regard sur le concept Salaka comme étant ce concept qui devrait vendre au Cameroun et en Afrique ce complément alimentaire. Et à ces Américains, je leur dis merci beaucoup. Et aujourd'hui, ils ne sont pas déçus parce que les laboratoires Célorex se sont contents du concept Salaka. Et c'est l'occasion, une fois de plus, d'attirer l'attention des opérateurs économiques camerounais de faire comme ces Américains-là, de contacter le concept Salaka. Je suis là pour vous et rien que pour vous. Parce que, tenez-le tranquille, la plus grande richesse qu'on peut donner à quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on sait faire. Je sais vendre, alors vous voulez vendre, contactez-moi, je le ferai pour vous. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci à tous les clients du concept Salaka et merci à ceux-là qui consomment déjà le Vombio Oméga 3, ce complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cédorex. Le Vombio Oméga 3 est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. J'insiste là-dessus. Vous êtes diabétique, vous êtes un vieux diabétique, alors consommez dès à présent le Vombio Oméga 3. Vous allez voir les complications de votre diabète ne plus jamais se compliquer. Le Vombio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, de faciliter la guérison des inflammations. Le Vombio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme et qui n'empêche pas la prise des autres médicaments. Ce complément alimentaire coûte la somme de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 500 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également
de cette lotion, de ce lait de toilette, de cet élément qui permet d'embellir la peau des diabétiques, de cet élément qui permet de protéger la peau des diabétiques, de cet élément qui permet de nourrir la peau des diabétiques, c'est bel et bien Von Bio Lotion. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, chers amis diabétiques. Alors, cette lotion des laboratoires C'est le reste que vous allez utiliser 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps donnera à votre peau une santé impeccable et une beauté, c'est-à-dire pas comme les autres. Alors, je vous le conseille bien, ce lait de toilette, vous l'avez à 6 000 francs pour cette boîte que j'ai entre mes mains. Lait de toilette Von Bio Lotion à 6 000. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 qui coûte la somme de 5 500 et le Von Bio Lotion la somme de 6 000. Là, alors, les modalités de livraison, vous les connaissez déjà. Il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Quel que soit votre lieu de résidence, nous faisons les livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains et même dans les pays européens, ceux qui nous contactent bien sûr depuis l'Europe. Alors n'hésitez surtout pas, nous sommes à Douala, c'est au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h30. Ne l'oubliez surtout pas, Von Bio Oméga 3, c'est votre complément alimentaire. Il y a également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Libido, Von Bio Gastro, Von Bio Detox, Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio sont commercialisés au magasin 1001 tapis. Alors appelez tout simplement et vous aurez plus d'ample d'informations. Avec vous, Karine Sontia, repartir sur l'interaction avec nos téléspectateurs ce matin et lire avec vous quelques réactions. Sacraliser le peuple camerounais et celui-ci sacralisera les emblèmes car il se reconnaîtra à travers ces emblèmes-là. C'est pas faux. Voilà. Pour moi, ce qui est sacré dans une rue publique, ce n'est pas les emblèmes, le peuple, car c'est le peuple qui a le pouvoir de modifier, de sanctuariser, de sacraliser ces emblèmes. Les emblèmes ne sont que la continuité de la sacralisation du peuple dont ils incarnent. C'est pour cela que pour un Américain, c'est la patrie d'abord, parce que pour cette patrie, on ne touche pas un Américain, quoi qu'il ait fait, où il se trouve. Antoine Tama. Peut-être aussi l'exemple de l'Algérie. Oui, Bombok, oui, l'Algérie aussi. Les gens, je suis allé regarder comment le peuple algérien se comporte. À travers leur devise, il dit révolution par le peuple pour le peuple. Depuis 1962, ils sont instruits, éduqués à cela. Oui. Même lorsqu'ils ont dit Bouteflika, nous n'en voulons plus, et tout le système, leur comportement dans la rue, de même, ils s'organisent de telle manière qu'ils scandent, ils montent. Mais il y a un autre groupe derrière qui vient avec les sacs poubelles. Ils ramassent les bouteilles d'eau, les pots de yaourt que vous jetez, les trucs de bananes. Ils ramassent. C'était impressionnant, hein, voilà, de voir comment ils manifestent en Algérie. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est donc cela. Et en aucun moment vous avez vu, et comme vous avez dit, parlant de nos athlètes là, ils ont le drapeau algérien. Oui. Ils ont le drapeau algérien. Oui. Voilà. Et aucun casse, rien du tout. Les immeubles sont on ne cause pas. Il vous dit non, Bouteflika, on ne veut pas. On change Bouteflika, un autre vient, il dit non. Ils ont maintenu la pression, même dernièrement. Donc c'est ça, comme ça qu'on fonde une nation, justement sur les valeurs qui vont rester lorsque nous on va passer. Voilà, surtout l'Algérie. Hein. Oui, l'Algérie, c'est ça. En fait. Ils ont un amour pour leur pays. Partout où ils sont, on sent que ces gens-là ont vraiment... Mais ici, ils ont une attache vous forte. vouliez, regarde même, Madame Lise Maguedjo veut organiser, président de comment on l'appelait, syndicat, pour que des commerçants. Ses camarades syndicalistes ne puissent plus avoir des problèmes avec la fiscalité, pour qu'ils payent mieux l'impôt. On interdit. On lui interdit même d'éduquer ses camarades du syndicat. Ok. Karine. Unité nationale est morte. C'est l'unité de la mangeoire qui prévaut. Karine Bibian Richaud. Qui donne le droit au mari d'entrer dans la chambre sans le consentement de la belle-sœur? C'est un chien, ça c'est Manfo Choué. D'accord. Alors, je voudrais quand même faire une petite réflexion avec vous parce que c'est une constante remarquée à l'étranger. Quand les Camerounais se retrouvent à l'étranger, ils sont très unis. Oui. Ils sont très unis, quelle que soit l'ethnie. Dès que les Camerounais sont à l'étranger, ils sont très unis. Si on pouvait transposer cette solidarité camerounaise que nous avons lorsque nous sommes à l'étranger sur le territoire camerounais, nous serions un pays plus que les États-Unis.
Je veux dire que Parce que c'est ça qui fonde le Camerounais. Oui. Je vous disais, qu'est-ce qui pouvait justifier que les gens qui de Mokolo, à l'extrême nord, oui. ils ne connaissent personne, même la langue. Ils viennent travailler dans une industrie, une savonnerie que les Allemands ont créée en 1885 à Sombengue. Ils ne connaissent personne. Et dans la route où ils partaient, vous voyez les régimes de bananes qui sont là avec une calebasse où il y a l'eau propre. Et lorsque vous traversez un village à l'approche de la nuit, on vous interpelle, on vous dit, vous ne passez pas, vous dormez. Ok. Donc, il y a un sommier, il y a quelque chose, il y a un fond qu'on doit transformer ça sur le plan démocratique. On doit le transformer sur le plan démocratique parce que les Camerounais sont aussi très chauvins comme d'autres pays. Les Camerounais en réalité, on peut transformer ça sur le plan démocratique et en faire quelque chose de très fort. Merci à tout le monde. On s'arrête là pour ce matin, madame, monsieur. On se retrouve demain à 10h pour un nouveau numéro de votre émission 10-12 Zénith. Vous savez ce qu'on dit à la fin. Que Dieu bénisse le Cameroun.